Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre fidélité en cette période un peu incertaine de planification et de replanification des conférences. Donc merci d'avoir gardé le fil et de nous assurer de votre présence aujourd'hui pour la conférence que nous propose Gilles Leboeuf. Alors, l'aurait-il fait exprès? Le jour même ou au lendemain d'un article assez tonitruant sur la 6e crise d'extinction majeure qui concerne en particulier les vertébrés et notre avenir très peu reluisant, Gilles Leboeuf nous propose donc de parler des relations étroites mais complexes entre l'homme et la biodiversité. Est-il nécessaire de vous rappeler qui est Gilles Leboeuf? Je ne pense pas, peut-être simplement un léger rappel de son parcours depuis l'époque où Gilles était directeur de l'Observatoire océanologique de Banyuls, puis directeur d'une des unités de recherche du laboratoire, basée sur des problématiques autour de modèles marins. Gilles, depuis après la présidence du Muséum national d'histoire naturelle, a occupé une chaire au Collège de France. Gilles fait partie de nombreux comités. Je suis très loin de pouvoir énoncer la liste complète, simplement président du conseil scientifique de l'Agence française de la biodiversité. Gilles s'est toujours intéressé à ces problématiques complexes entre l'homme et la nature. En l'occurrence, je peux vous mentionner la sortie du dernier ouvrage, qui est une copublication donc avec un certain nombre d'auteurs de renom. L'homme peut-il accepter ses limites? Après, l'homme peut-il s'adapter à lui-même? On arrive à des questions encore plus drastiques et problématiques. Donc Gilles, je te laisse aborder ce sujet bien mieux que je ne pourrais l'introduire. Merci. Merci de venir nombreux alors que ça a été annoncé il y a très peu de temps. Effectivement, je passais à Banyuls pour faire mon enseignement annuel sur la faune des insectes des Pyrénées et puis bon, on a profité avec des étudiants pour vous regrouper. Alors, effectivement, j'ai pris un vol ce matin parce que hier j'avais deux réunions importantes. J'avais le conseil scientifique des terres australes et antarctiques françaises où on s'est apitoyé sur les introductions d'espèces qui nous causent des problèmes dramatiques. Le chat, les lapins, les rennes. On a éradiqué les moutons et les vaches, mais il nous reste encore pas mal de problèmes. Et puis hier soir, on avait une discussion très importante à Bercy, au ministère des Budgets, sur l'agriculture. Quelle agriculture pour demain? Donc on a beaucoup abordé des questions en particulier de néonicotinoïdes, avec Madame Lambert, la nouvelle présidente de la FNSEA. Et puis les SIVA. Et donc j'ai pris un vol ce matin super en retard, et donc j'avais coupé mon téléphone, c'est normal dans un avion. Et en débarquant, ça a été la folie, parce que j'avais 14 appels de radio et de télé suite à l'article qui est sorti en fait dans le CNAS ce matin, qui est effectivement une analyse sur l'effondrement non pas des espèces, ce ne sont pas des extinctions d'espèces, ce sont des effondrements du nombre d'individus dans les populations vivantes. Alors eux ne parlent que des vertébrés sans les poissons, ils ne travaillent que sur les vertébrés non poissons et terrestres. Alors qu'on a vu un papier à peu près du même acabit il y a 6 mois, publié par le WWF, où là ils avaient regardé tous les vertébrés, y compris les poissons, et donc ils avaient regardé les effets sur le marin et le continental, et tous sur les mêmes conclusions en 40 ans. 40 ans sur les ans de la Terre, c'est rien. Mes étudiants que j'avais cet après-midi n'ont pas 40 ans, hein, c'est clair, donc ils n'étaient pas nés. Il s'est passé tellement de choses incroyables, c'est qu'on assiste à un effondrement. Encore une fois, ce ne sont pas des extinctions, c'est un effondrement du nombre d'individus des populations. En gros, divisé par 2. On a détruit la moitié des individus des populations sur 40 ans. Et on revoit la base à 1970, on se rappelle tous ici, en 70, ce qu'on faisait, c'est pas si loin pour bon nombre d'entre nous. Eh bien, effectivement, on est dans une situation qui est quand même très très préoccupante. Et deuxième chose qui démontre aussi dans cet article, c'est que non seulement on effondre le nombre d'individus, mais également on réduit drastiquement leur répartition. Il y a un article sur le guépard. Je me suis beaucoup intéressé au guépard parce que récemment j'ai eu la chance d'aller en Iran. Pour le reste, c'est les derniers guépards d'Iran. Il n'y a plus de guépards en Asie. Le guépard avant vivait toute l'Afrique et toute l'Asie. Il a disparu. Vous trouvez des tas de traces de Maharaja qui chassaient le guépard au début du XXe siècle. Fini. Il n'y a plus de guépards en Inde. Les seuls guépards d'Asie sont en Iran. Il en reste 73. Et ils sont très menacés parce qu'ils ont introduit des énormes chiens turcs qui sont des monstres, des molosses qui tuent, qui massacrent les portées des mamans guépards dans leurs habitats. Donc la question qu'on s'est posée, c'est avec des copains vétérinaires de Maison Alfort, c'est comment réalimenter le stock de guépards d'Iran. Donc on a cherché génétiquement le stock le plus proche, et ce sont les guépards de Tanzanie. Donc on est allé chercher du sperme de guépards de Tanzanie et on insémine artificiellement les femelles de guépards sauvages d'Iran. Bon, à mon avis, ils sont fichus là. Je crois que donc, le guépard va disparaître d'Asie alors qu'il était partout. Les lions ont été divisés par 2 en moins de 30 ans. Le tigre a disparu de Chine. Il reste quelques tigres de Sibérie dans le nord. Le tigre
chinois qui n'était pas de Sibérie a disparu, il en reste quelques-uns dans les parcs zoologiques. Donc on est dans une situation qui est très préoccupante. Et là, je ne parle que des espèces qui sont emblématiques, hein. Les tigres, les pandas, les guépards, effectivement, on se mobilise beaucoup pour eux, les baleines. Mais je vais vous parler un petit peu de tout le reste, et vous allez voir que le système aujourd'hui est très intéressant parce qu'on nous parle beaucoup de changement climatique. Quand j'ai quitté le laboratoire, après ma présidence du muséum, si j'ai accompagné Ségolène Royal, c'est parce qu'elle me demandait de l'accompagner sur les questions de changement climatique. On a beaucoup travaillé sur la COP21. On avait plus d'une vingtaine de missions pour rencontrer les chefs d'État africains, pour obtenir leur signature sur les accords de Paris, qu'on a obtenus. Et vous savez que le 4 novembre 2016, nous avions atteint notre objectif, c'est-à-dire 55% des émissions de gaz à effet de serre, et 55 pays avaient signé. Au moment où je vous parle, on doit être 143 ou 144 pays qui ont ratifié les accords de Paris. Donc le climat, c'est intéressant, c'est pris en considération, mais la biodiversité, ça ne change toujours pas parce que ça n'inquiète pas les gens. Alors, comme je dis souvent, je ne suis pas là pour vous faire peur, mais je suis quand même là pour vous montrer que ces questions ne sont pas des questions de doux écolo rêveurs, ce sont des questions essentielles sur la survie des activités économiques de l'humain, et donc de l'humain lui-même, puisque l'humain, il fonctionne comme ça, il y a l'humain, et l'humain n'est jamais tout seul, jamais. L'humain va avec ses millions d'animaux domestiques, et ses terres agricoles en permanence. Et hier soir, le débat qu'on avait avec la FNSEA sur l'avenir du monde agricole en France nous le démontre bien. Alors, je vais démarrer sur des images. Alors, là, ici, j'ai pris 3 écosystèmes, tout simple. J'ai pris en mer le système ici le plus riche de l'océan en biodiversité, en nombre d'espèces. C'est le récif calédonien du Grand Sud. On peut trouver 5 à 7 000 espèces par kilomètre carré. Et je vous ai mis pour le continental la forêt des Mourailles, ici en Guyane française, en Amazonie, où là on peut avoir 50 000 espèces au kilomètre carré. Sur les écosystèmes marins et continentaux les plus riches au monde, il n'y a pas mieux que ça, en nombre d'espèces par rapport à la surface. Et je vous ai mis aussi l'écosystème dans lequel nous vivons aujourd'hui. Shanghai, ici, c'est la moitié des Français. Vous avez la moitié de la population française dans une seule ville de Chine. Et la Chine, aujourd'hui, il sort en Chine une tour Montparnasse par jour. Je suis à la Shenzhen, tu dois connaître aussi Albert Shenzhen, près de Hong Kong. Shenzhen, il y a 40 ans, c'est un petit village de pêcheurs. Aujourd'hui, on dépasse 10 millions d'habitants. Wuhan, sur le Yangtze-Kiang, là où a disparu le dernier Meiji, le dauphin de Yangtze-Kiang en 2007, 3 petits villages accolés, chaque petit village 6 millions d'habitants. Donc on est sur des échelles, effectivement, qu'on n'imagine pas du tout en Europe. Et ça, c'est très intéressant d'y réfléchir. Dans le contexte du changement climatique, je vous ai mis ici la tour de température qu'on a enregistrée depuis 1880 jusqu'à aujourd'hui. Et on voit effectivement qu'on est dans une situation d'augmentation générale de 2 valeurs, qui sont la température de surface de l'océan d'un côté et la température moyenne de l'air de l'autre. Alors, tout ceci, bien sûr, et c'est le problème du monde politique, pour prendre ces questions à bras-le-corps, c'est qu'on travaille en silo. Et l'un des drames français, pour moi, et dans l'éducation en France aujourd'hui, c'est que nous élevons mal nos gamins. Ils sont élevés avec un prof de maths, un prof de physique, une prof de français, un prof d'allemand, un prof d'espagnol. Et ça, c'est catastrophique, parce qu'il n'y a aucune communication entre eux. Nos questions, elles sont transversales. Si on veut que demain, nos jeunes soient capables, j'en ai encore quelqu'un cet après-midi avec moi, de répondre aux questions qui sont posées en matière d'environnement, il va falloir changer. Il va falloir qu'on soit capable d'être un grand spécialiste, un bon spécialiste en neuroendocrinologie, en histoire de l'art, en philosophie, je veux bien, mais qu'on puisse trouver les moyens de se voir, de communiquer et d'échanger. La résolution des questions qui nous sont posées, elles sont éminemment transversales. On parlait d'énergie, bien sûr, d'eau, de biodiversité, de climat, de pollution, et surtout des interactions de l'humain avec la nature. Alors je vais rebondir sur un papier, je vais partir d'un papier écrit par le même monsieur qui a écrit ce papier, qui est sorti hier, qui s'appelle Paul Ehrlich. Paul Ehrlich, c'est pas n'importe qui, il doit avoir 92 ou 93 ans aujourd'hui. Paul Ehrlich écrit en 73 un livre qui fera beaucoup jaser à l'époque, qui va le mettre au banc de toutes les religions en particulier. Il parle de la bombe P, il parle de la démographie pour la planète. Un des grands problèmes que l'on a, c'est l'augmentation du nombre d'humains sur la planète. C'était assez refusé à l'époque. Le Vatican va réagir, le monde musulman également. Et les affaires changent, puisque j'ai vu qu'il y a un mois, Paul Ehrlich a été reçu par le pape à Rome. Donc ça montre que les évolutions sont en place. Et Paul Ehrlich sort ce papier, où il nous raconte cette histoire sur les effondrements du nombre d'espèces. Alors, quand on regarde les relations entre l'humain et la nature, il ne faut pas oublier que le monde vivant est d'abord un monde de bactéries. Ça, on ne l'a pas suffisamment dit, on les a oubliés. Nous sommes un monde de bactéries depuis les origines de la vie. Nous étions un monde de bactéries, nous sommes un monde de bactéries, nous serons, bien après la disparition de l'humain, un monde de bactéries. L'humain ne fera pas disparaître la vie, comme on le raconte certains écologiques de la deep écologie, pas du tout. Les éléphants, les hippopotames sont menacés par les bactéries, elles vont se débrouiller très bien, les bactéries, sans humains.
Mais n'oubliez pas qu'un corps humain, c'est, je l'ai souvent dit ici, au moins autant de bactéries que de cellules humaines. Chacun ici dans la salle a autant de bactéries que de cellules humaines. Donc qu'est-ce qu'on est? On est un être vivant particulier, on est un humain, on a un mélange de bactéries sur la peau et dans le tube digestif. Je vous ai mis ici quelques images un peu tara-océan de dinoflagellés. C'est une image d'air de Marie-Jo qui est quelque part dans la salle ici, que j'ai trouvé tout à l'heure, qu'elle m'avait gentiment donnée à l'époque, avec effectivement des diatomées, des dinoflagellés, des coccolithophoridés. Tara va nous faire un fabuleux numéro de séquençage de la surface de l'océan sur l'ensemble de la planète, en nous ramenant des millions de séquences et en nous montrant que les dinoflagellés qu'on aime tant ici au laboratoire à Aragon sont beaucoup plus présents encore dans l'océan que ce qu'on avait imaginé. Et je vous ai mis ici mon chouchou, la tardigrade. Il faudra un jour que je vienne vous en parler. Ils sont extraordinaires dans leur capacité à résister. Ils résistent à l'absence d'oxygène, ils résistent à de très hautes températures. Ils peuvent être plongés dans de l'hélium liquide, qui veut dire qu'ils peuvent supporter le zéro absolu de l'univers. On est à 6 degrés Kelvin, vous voyez un peu ce que c'est, moins 268 degrés, 65 degrés. Ils perdent leur tête, ça leur plaît pas, ils perdent leur tête et leurs pattes, mais quand les conditions reviennent correctes, ils refont une tête et des pattes, et s'ils ont une copine tardigrade, ils font une copine tardigrade. Ça, c'est vraiment l'excellence de ces petits organismes. Alors, bien sûr, j'en rêvais depuis longtemps, le séquençage d'un génome de tardigrade, bien sûr. On l'a obtenu cette année, et ça a déclenché un tas de fantasmes. Je suis intervenu d'ailleurs sur France Inter et puis dans Le Monde là-dessus, en disant aux gens, attention, on a un génome de tardigrade, on a la mise en évidence de protéines extrêmement incroyables, capable, par exemple, de protéger l'animal contre la déshydratation. Il n'est pas question d'aller les mettre chez les humains. D'abord, je ne connais pas la maman qui a envie qu'on mette des gènes de tardigrade à son bébé. Et deuxièmement, commencez par me déshydrater un chat, vous verrez le résultat. Un tardigrade qui fait 1 mm3, ok, on peut le déshydrater, mais les êtres vivants plus importants, c'est complètement impensable. C'est intéressant au niveau de la connaissance. Et je parle d'un travail de Ehrlich. Ehrlich est reçu à l'Académie des sciences royales britanniques en 2013, janvier 2013, et il fait une leçon inaugurale qui s'appelle Can a collapse of global civilization be avoided? Est-ce qu'on peut encore empêcher un effondrement de nos civilisations? La question est posée. Et lui, il récidive ce matin, ce qui fait que quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai fait en direct le 13h sur France Inter tout à l'heure. 10 minutes après, c'était sur RFI, le papier dans Libération pour demain matin, et puis nous préparons pour la semaine prochaine, donc du grain à moudre, une matinale d'1 heure sur France Culture pour jeudi, et également une autre émission de France Inter qui est extrêmement connue, qui s'appelle... Non, une émission qui n'est pas scientifique d'habitude. Super connue, la plus connue de toutes. Comment elle s'appelle? Comment? Téléphone sonore, voilà, très bien. Voilà, ça sera donc jeudi soir. Sur ces questions-là, ça veut dire qu'on va s'emparer de cette question-là, effectivement, on va s'y intéresser une semaine, et puis on va oublier un petit peu ce qui se passe. Alors, tout a commencé en fait dans l'univers, on revient de la physique, moi qui suis un physiologiste, vous savez que la physiologie c'est comment le vivant biologique a dû tenir compte de la physique pour exister, sinon ça ne serait pas passé comme ça, et une bonne construction du vivant est partie là-dessus, et surtout toute l'histoire dans la chimie de l'apparition des éléments lourds dans le tableau de la chimie de Mendeleïev. Vous savez qu'aujourd'hui 76% de l'univers est constitué d'hydrogène, l'élément le plus simple, ultra léger, c'est ça l'univers. Puis après il s'est fait une centaine d'éléments par-dessus, de plus en plus. Et la météorite d'Orgueil, dont j'ai déjà parlé ici, raconte cette histoire, puisqu'elle tombe dans un champ en 1864, dans le Gers. On va la ramasser, on va l'oublier, plus d'un siècle, dans une caisse à oignons, à Orgueil, un petit village du Gers. Et j'ai retrouvé la coupure de journal de Toulouse à l'époque. Cette nuit-là, Toulouse est illuminée par une pluie de météorites. On a retrouvé les données. Le plus gros fragment fait 11 kilos, il est dans les collections nationales à Paris. Et en 2005, on va l'analyser sur les nanosondes de la rue de Buffon, et on va dater ce caillou. Et là, ça change tout. 4-6 milliards d'années. Ce caillou est contemporain de la mise en place de la Terre et du Soleil. C'est-à-dire qu'au moment où la Terre se forme, fragment du Soleil, ce caillou est éjecté, il va voyager pendant 4,6 milliards d'années. Dans notre système solaire, il ne va pas en sortir. Il va tomber dans un champ, on va le ramasser, avec curiosité, on va l'oublier, et on va l'étudier, et on va raconter une histoire. C'est ça l'histoire de la météorite. L'océan est extrêmement stable depuis au moins 100 millions d'années, ça n'a pas changé. On a le même océan, qui ne bouge pas beaucoup. Là, je vous ai mis une zone estuarienne à Madagascar, où vous avez ici de l'eau douce, ici de l'eau salée. Et cette eau-là intermédiaire est extrêmement intéressante. Parce que je vous mets ici, je vous en avais déjà parlé ici aussi déjà, ça c'est quoi? C'est votre sang en ce moment. Alors, s'il y a des médecins dans la salle, qu'est-ce que fait dans du sang humain? Du sodium. Intéressant, c'est l'autre mer, ça. Des chlorures, du potassium. Ça, c'est toute l'histoire de la vie qui naît dans l'océan, que le sang humain raconte. Et le sang humain, c'est quoi? C'est un estuaire de rivière, tout simplement.
Et ça se produira à la sortie de l'océan par le vivant. Pour les bactéries, à peu près 1 milliard d'années. Et pour les êtres vivants élaborés, les animaux et les plantes, ça s'est produit il y a un peu plus de 450 millions d'années. La vie sort de l'océan et va sur les continents. Et vous imaginez bien, ici, nous vivons à Banyuls, on adore être à Banyuls. On est sur un littoral. 55% des humains vivent sur les littoraux de la planète aujourd'hui. 55%. Et ça va augmenter en permanence. Alors, ça crée bien sûr des problèmes. C'est là qu'on pollue, c'est là qu'on détruit la diversité biologique, c'est là qu'on détruit l'océan, en détruisant le littoral, bien sûr, par reconstruction. C'est là aussi qu'on dissémine tout partout. On fait un travail, un collègue de Roscoff en ce moment, sur le typage moléculaire de microalgues, ça plairait beaucoup à Marie-Jo. Tous les envahisseurs rentrent par là. Hein. Tous les aliens, invasive species, elles rentrent par les ports. On trouve dans le port de Roscoff des choses qui arrivent des États-Unis, de Russie, du Kamchatka, d'Amérique du Sud, qui rentrent sur les côtes de bateaux. Et ça va créer des problèmes dramatiques d'ici quelques temps. Ça a déjà commencé. Hein, une petite microméduse en mer Noire en 80, rejetée par quoi 300 tonnes de relargage d'un bateau américain en ballast, notre mer, ont envahi la mer Noire. 1 million de tonnes de biomasse, cette microméduse, 10 ans après, et ça effondre 48 tonnes de pêche à rouge. Vous voyez que c'est extrêmement prégnant, et surtout dans le milieu marin, c'est extrêmement important. Donc, l'humain raconte l'histoire de la sortie de l'océan, et je vous ai mis ici le plus ancien fossile que l'on a à Paris dans nos collections, des cyanobactéries datées à 3,45 milliards d'années, elles viennent d'Australie. Et je vous ai mis ici les mêmes qu'on aurait très bien pu ramasser tout à l'heure, ici à Banyuls, dans le flateau, il y a de l'eau en bas, là, dans le laboratoire, on peut aller gratouiller dedans, au laboratoire on sait faire ça, et trouver des cyanobactéries, qui sont les mêmes, très proches, de celles qu'on avait au moment des origines de la vie, dans l'océan ancestral. Alors l'histoire en fait n'a pas été un long fleuve tranquille, je prends un exemple de crise d'extinction, on va revenir au papier de Friedrich tout à l'heure. Là je vous raconte simplement quelques épisodes qui se sont passés en prenant, c'est un papier intéressant publié il y a quelques années dans la revue Science, Good Genes and Good Luck. Effectivement on est sur un mélange de caractéristiques génétiques d'une espèce quelle qu'elle soit et de la chance qu'elle va. Et l'évolution c'est ça. L'évolution, Darwin n'a jamais dit que c'était le plus fort, le plus beau, le plus intelligent qui s'en sort. C'est pas ça du tout, c'est pas comme ça que ça marche. C'est que quand un événement survient, eh bien c'est le plus adaptable possible qui va réussir à s'adapter. Hier on était justement sur des tafs à parler des 3 espèces de papillons qui sont en Kerguelen. Elles n'ont pas d'ailes. Parce qu'en Kerguelen, eh bien c'est un papillon qui a des ailes, il va se noyer rapidement, il va être emmené par le vent dans l'eau et il va se noyer. Or un papillon sans ailes, c'est une catastrophe lorsqu'on a introduit les souris et les rats sur les îles. Ils sont détruits et mangés. Il y a une mouche en plus qui a été introduite européenne qui nous pose de gros problèmes. Les lapins posent d'énormes problèmes. Mais comme on envahit par les pissenlits qui sont venus aussi, il faut garder un peu de lapin, parce qu'il n'y a plus que des pissenlits et il n'y a plus aucune plante pour que les oiseaux antarctiques qui vivent là puissent faire leur nid. Oui, c'est très compliqué l'écologie. Dès le moment où on a commencé à abîmer le système, c'est la catastrophe. Alors maintenant, on a même des prédateurs, alors il y a des chats, une catastrophe les chats. Éradiquer les chats, c'est un monstre. Énorme problème en ce moment en Nouvelle-Calédonie. Le seul endroit où j'ai vu un maire pleurer à cause des questions environnementales et des biodiversités, c'est en Calédonie. Les chats avaient mangé tous ces oiseaux sans ailes de sa parcelle. Et puis il y avait détruit aussi des geckos endémiques qui ne vivent que là. Tuer des chats redevenus sauvages, croyez-moi, j'ai 2 chercheurs qui travaillent là-dessus, c'est pas facile. Hein. Ils sont nocturnes, pas de prédation locale, et ça pose bien sûr des problèmes. Donc ici, c'est l'histoire de la crise entre le Permien et le Trias, il y a 251 millions d'années. Vous voyez que ici, ça c'est pas une crise, ça c'est un fond de mer très riche, des ammonites partout. C'était très riche avant, effectivement. Et puis la crise survient, alors c'est un effondrement de l'oxygène dans l'eau et dans l'air, une température de 6 degrés, qui va augmenter de 6 degrés. C'est aussi une acidification générale de l'océan, ça rappelle des choses intéressantes d'ailleurs par rapport à la situation actuelle. Et puis ceci a effondré les ammonites rouges qui vont disparaître. Les vertes qui avaient commencé étaient parties. Ça résiste et ça va. Il y a une résilience puisqu'on a survécu. C'est encore pire pour les oursins, puisque à cette époque-là, 2 espèces d'oursins survivent. On avait des centaines d'oursins connus durant l'ère paléozoïque, l'ère primaire. On a 700 oursins connus sur la Terre aujourd'hui. 700. Les 700 actuels viennent tous des 2 qui sont passés de l'ère primaire à l'ère secondaire. 2 espèces, un seul genre, Nocidaris. Vous voyez que c'est vraiment la limite d'un système. Les oursins auraient pu, comme les coraux tabuleux, comme ces ammonites rouges, à disparaître définitivement entre l'ère primaire et l'ère secondaire. Ils sont passés. Et c'est ça qu'on appelle la contingence dans l'évolution, que vous connaissez vous aussi au niveau de votre vie de tous les jours. C'est quoi la contingence? C'est le fait qu'un événement qui se produit, qui est déterminant pour votre vie future, qui va tout changer chez vous. Un accident de la route, un décès, tout ce que vous voulez. Hein. La rencontre d'une personne dont vous allez tomber amoureux, aurait très bien pu passer comme ça.
Vous aurez très bien pu arriver 10 minutes en retard, ou arriver 10 minutes plus tôt, être à 20 mètres plus loin, vous n'auriez pas vu la personne, l'événement ne se serait pas produit. Et constamment dans le bilan, il faut y penser en permanence, c'est une obsession. Si nous sommes là en ce moment, ensemble, sur le même lieu, et à la même époque, c'est parce qu'il s'est passé dans le passé des événements qui auraient très bien pu ne pas survenir. Et s'ils n'étaient pas survenus, on ne serait pas là ce soir. Vous voyez qu'en permanence, il faut reprendre ça. Et c'est comme ça, en fait, que le système change. L'évolution fonctionne comme ça. C'est ce qu'on appelle le hasard, quelquefois. C'est ça, en fait. C'est ça, la contingence. Et c'est fondamental dans tous ces mécanismes ici, dont je parle ce soir. Alors, souvent, ce que je voulais montrer aussi, la biodiversité, souvent, on imagine que c'est ça. Alors, moi qui suis un marin à Agnews, ça, c'est une expédition du muséum. Nous sommes en mai 2012, île de la Guadeloupe, mais on est dans le sable, 2 mètres sur les fesses des touristes. Et on gratouille. 25 chercheurs, on sort ces questions. Toute petite question comme ça. Vous voyez qu'ici, biodiversité, c'est joli, espèce magnifique. Alors là, je peux convaincre ma ministre, regardez comme c'est beau la biodiversité, vous allez m'aider à la sauver. Ah, oui, ça, franchement, il faut qu'on sauve, il est magnifique. Mais je vous ai dit, c'est pas toujours ça la biodiversité, c'est aussi cela la biodiversité. Ah, ça change tout. Après, une discussion avec le député du coin ici, il y a quelques années, qui me dit attends, il faut être sérieux. Je vais t'aider à sauver la biodiversité. Ton beau crabe rouge avec des points bleus, d'accord, ou des beaux yeux verts, mais ton truc là, tu veux comme pas sauver ce machin-là, le poisson de bulle. Le problème, c'est que le poisson de bulle, il est là. Et puis le poisson de bulle, effectivement, depuis le début, il a une copine globule qui est aussi moche que lui sur nos critères à nous. Hein. Ils sont très beaux. Hein. Ils font des bébés globules, les mêmes. Alors le plus intéressant, c'est le rat taupenu. Je vous en avais aussi parlé déjà. Le rat taupenu, il vit dans des terriers au Kenya. Et en 2005, un des grands cancérologues français m'avait appelé en me disant « Gilles, est-ce que tu connais le rat taupenu ?» J'étais à l'époque dans mon bureau au muséum. Je dis « Oui, je connais. C'est une personne qui vit dans des terriers au Kenya et en Éthiopie. » Il me dit « Est-ce que tu sais l'élever ?» Au muséum, on peut tout essayer. On peut essayer d'élever les rats taupnus. Et du jour au lendemain, ce truc ultra moche qui n'avait aucune chance d'être sauvé par qui que ce soit, quel mécène m'aurait donné des sous pour sauver ce truc? Devient le star de la recherche, il ne fait jamais de cancer. Jamais. C'est un rongeur qui vit 50 ans. Les rongeurs, ça vit 2 ans. On travaille 2 ans. Jamais de cancer. Comprenons chez le rat taupenu pourquoi il ne fait jamais de cancer, et on avancera sur la recherche fondamentale anti-cancer chez l'humain. Et du jour au lendemain, il y a une star. On a monté un laboratoire à Montpellier dédié au rat ultra moche. Donc si c'est pas les bons comme ça, ni les moches, en fait, je vous l'avais dit, c'est ça la biodiversité. Ça, je vous l'avais aussi montré déjà il y a 4 ans. Voilà, c'est ça. Il y a je vois mes amis vignerons ici dans la salle, c'est ça. Là, si j'enlève le métal des bouteilles et le nickel découvert, c'est que de la biodiversité. Alors, j'avais fait aussi avec des vins de Bagous, ça, c'est pas les mêmes. Hein. J'ai même un toquet hongrois là. C'est ça, en fait. Vous ne mangez que du biologique et vous ne coopérez qu'avec du biologique. Et le vin, les fromages, le pain, c'est que un usage de bactéries, de levures, de micro-champignons qui sont là depuis les origines. L'humain utilise cette diversité biologique. Regardez aujourd'hui quand on me dit « Ouais, mais vous voulez sauver la biodiversité, c'est un truc d'écolo ». Je vais prendre les 3 activités économiques les plus riches françaises. Je mets à part le projet Airbus qui est un consortium européen. Français. La gastronomie. Les cosmétiques. Et le tourisme. Réaliser ceci sans la biodiversité, c'est pas possible. Tout ça est exclusivement basé sur la vie. Il n'y a pas de tourisme si vous n'avez pas des beaux paysages à voir, si vous n'avez pas un petit poisson à pêcher de temps en temps, si vous n'avez pas une nature sauvage à regarder, pour vous y promener. Quand ce papier dans le The Lancet, c'est pas une revue écolo, une revue de médecins très, très fondamentale, qui nous dit qu'en 2009, si vous avez accès à un parc dans une grande ville, c'est en Angleterre, au cours de votre vie, vous changez les maladies de vos 30 dernières années de vie, simplement parce que vous allez promener dans un parc. Et c'est ça la reconstruction et la réharmonisation de l'humain avec la nature qu'on a complètement oublié dans nos villes aujourd'hui. Quand je fais ça en Inde, je raconte ça en Inde, c'était 4000 ans qu'il y avait ça des années. Ici, on ne sait pas, on a oublié. Il y a une nature ici, un humain à côté. Non, il y a un humain dans cette nature. Et dès le moment où on admet ceci, ça change tout. Chaque fois qu'on va l'agresser, on va s'agresser soi-même. Excusez le terme, il faut vraiment être stupide pour faire ça. Surtout quand on s'appelle Homo sapiens. Vous allez voir, je vous montrer plein de comportements d'Homo sapiens totalement stupides. Alors là-dessus, on s'est mis à élever des bestioles il y a 12 000 ans. Les femmes commencent à faire beaucoup de bébés. On invente agriculture et élevage. Et les vaches posent des problèmes, puisqu'aujourd'hui, il y a à peu près 1,3 milliard de vaches sur la Terre. Il y a plus de biomasse de vaches que de biomasse d'humains. Et qui posent des problèmes considérables. Alors, je ne suis pas végane, je ne suis pas à vous dire arrêtez de manger de la viande. Il faut en manger moins, ça c'est sûr. Il faut manger moins de viande, il faut manger moins de poissons. Quand on voit les surfaces agricoles en plantes et en viande, vous
vous avez un rendement de 1 à 7, hein, donc c'est vrai que si on cultive des plantes, on aura beaucoup plus à donner à manger aux gens que de produire de la viande, ça je dois le dire. Et puis les viandes, ben, vous en mangez combien de viandes par an? 3, 4 espèces? 5? Allez, vous allez vous payer une fois de l'autruche, une fois du bison, 5 viandes. Sur les 1,3 million d'espèces animales, on en mange 5. C'est différent pour le marin. Le marin, on mange plus d'espèces. On mange différentes crevettes, différents poissons. Pour l'animal terrestre, on mange 5 espèces d'animaux. Quand vous enlevez le cochon, la vache, le cheval, on n'en mange plus. Pas beaucoup en France, mais le mouton, le poulet, on a fait le tour. Hein. Un peu de patate de temps en temps, un peu de dindon. Le dindon, il vient d'Amérique, il n'y en avait pas en Europe. Vous voyez que tout ça a été aussi réglé au niveau des migrations humaines correspondaient à des introductions d'espèces qu'on ramenait avec ça. Alors, beaucoup plus intéressant que les espèces que je vous ai montrées, et auxquelles moi je ne crois pas trop, je suis beaucoup plus intéressé par les écosystèmes. Je défends toujours la biodiversité avec 3 écosystèmes. On a à Banous une goutte d'eau de mer. Alors, l'océan a beaucoup travaillé là-dessus aussi. Ici, à Banous, on le faisait depuis longtemps. Hein. Voilà une goutte d'eau de mer, où que vous soyez. C'est une image, ça qu'on faisait au laboratoire Arago il y a une quinzaine d'années. Vous avez des centaines de milliers de microalgues, qu'on appelle des protistes. Hein. Ce sont de grosses cellules avec un noyau, ce ne sont pas des bactéries. Vous avez des millions de bactéries et vous avez des milliards de virus. Ça, c'est partout sur le globe. Et Tara Océan nous a absolument bien démontré ceci, puisqu'à la fin de la circumnavigation de Tara, quand il séquençait l'eau de mer, il ne trouvait rien de nouveau. En fait. On a vraiment une connaissance quasi globale de tout ce qui existe dans les 3 premiers mètres de l'océan mondial aujourd'hui. Il ramène à peu près 700 nouvelles séquences, 700 000 séquences. On connaît aujourd'hui en mer 255 000 espèces vivantes. Il nous ramène 700 000 séquences. On va quadrupler le nombre d'espèces connues en mer. Maintenant, il va falloir transformer ces séquences en espèces décrites dans des musées. Ça, c'est autre chose. Ça peut prendre un siècle pour faire ça. En tout cas, ça va pas se faire en quelques minutes. Donc, l'eau de mer, c'est ça. L'eau de mer, c'est 13% des espèces connues sur la Terre aujourd'hui. Parce que l'océan est très stable. Deuxième écosystème qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, ce sont les sols. Hier, on parlait d'agriculture. Il n'y a pas d'humanité sans agriculture. C'est impossible. Il faut redonner au monde paysan la vraie valeur qu'il représente. Il faut qu'on repense l'agriculture. Alors, Nicolas et nous parlent de changer de modèle, c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a plein de modèles différents. C'est paradoxal parce que demain, on ne peut pas augmenter indéfiniment les surfaces agricoles. On n'aura plus de sauvages, sinon. Et il faut donc intensifier, produire beaucoup plus dans les parcelles que l'on a, mais sans la chimie. Tout est lancé à ce niveau-là. Et ça, les sols, ça fait ça. Mais il faut les garder vivants. Et on a tué, en 40 ans, on a tué la moitié des sols. Les sols, ils savent stocker du carbone. Les sols, ils savent régénérer les systèmes. Il faut de la polyculture. Ce n'est pas de la monoculture intensive, d'un clone ou d'un OGM qui va nous résoudre nos problèmes. C'est pour dire une diversité maximale au niveau de la diversité agronomique. Et ça, il y a un combat actuel très fort là-dessus, on en parle beaucoup, pour relancer, le CIRAD a travaillé beaucoup là-dessus, comment sauver l'agriculture par la biodiversité. Et pas du tout d'ailleurs ce que l'on fait aujourd'hui. Je vous ai mis ici 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare, 3,5 tonnes de champignons à l'hectare, des tardigrades, encore mes chouchous, des vers de terre, des colomboles, des acariens, des nématodes. Ça, c'est la sol. À peu près un quart des espèces connues dans les musées sont des espèces du sol. On a dit donc, il y a 2 fois plus d'espèces connues dans les sols que dans l'océan. Ce qui n'est pas normal, les sols ont des infinités de niches écologiques. Vous voyez un arbre. Un arbre, ce sont des centaines de milliards de cellules, de micro-organismes associés. Il n'y a pas une plante sans bactéries, ça n'existe pas. Comme un humain d'ailleurs, il n'y en a pas non plus. Donc c'est pour vous montrer que ce monde microbien est absolument essentiel. Et c'est pour ça que je vais arriver à mon 3e écosystème, qui est l'intestin d'un bébé humain à la naissance. Ça, c'est intéressant. Parce que le système particulier aussi. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir que quel est le moment finalement durant lequel un bébé humain entre en contact avec la biodiversité de la planète Terre. C'est pas au sein de sa maman, les 9 mois de grossesse, il est à part, effectivement. C'est le moment qui est vraiment critique, qu'on a beaucoup travaillé avec des amis médecins à l'Hôtel Dieu, c'est la rupture de la poche des os. À ce moment-là, très précisément, des bactéries extérieures à la maman, les bactéries qui sont ici, vont passer de la nature de la Terre au bébé. Et un bébé va mettre 2 années à stabiliser sa flore intestinale. Et on sait maintenant, bien sûr, on a séquencé tout ça, et on sait qu'il y a plus de 1000 espèces de bactéries, on ne connaît pas la moitié d'un écosystème qui est au sein de nous-mêmes. Des maladies aussi incroyables que l'autisme, Alzheimer, les diabètes de type 2, les obésités sont liées à des modifications de la flore intestinale. Je peux l'assurer, on a regardé, mais une microflore d'un obèse par rapport à un type normal, ça n'a rien à voir. Elle est très pauvre chez l'obèse. Vous voyez que ces relations entre la biodiversité et puis l'humanité, elles sont absolument très grandes partout. On ne peut pas
Quand on me dit on peut s'en passer, c'est une stupidité inouïe. Et on tombe dans le scientisme de certains qui nous disent on va tout résoudre par la technologie. Ben voyons, on met du fer dans l'océan austral pour remonter les niveaux de productivité, on met des particules dans l'atmosphère pour réduire les effets gaz à effet de serre des CO2. Et puis demain, ben, nous allons vivre 1000 ans en faisant des chimères entre des robots et des humains. Le transhumanisme, nous prenons ça en permanence. Google met $1 milliard par an en recherche sur ces questions-là. Plus on avancera là-dessus, et plus on créera tous les jours des Boko Haram et des Daesh. Parce que ça concerne 0,0001% des humains, ces questions-là. Si demain on n'a pas, comme dit Edgar Morin, une conscience humanitaire planétaire, ça ne marchera pas le système. Qui s'intéresse aujourd'hui aux 7,5 milliards d'humains? Il n'y a pour moi aucun progrès et aucune innovation si on ne répond pas à 3 critères. On arrête de produire des produits toxiques qui empoisonnent la planète, toute la chimie. Je suis un farouche défenseur de la chimie, et pas n'importe laquelle. C'est la chimie, je pense, qui va réhumaniser la planète, mais pas la chimie industrielle qu'on a pratiquée jusqu'à présent. La communication du vivant, c'est par la chimie. Tout le vivant communique par de la chimie. Donc c'est une chimie nouvelle qu'on est en train d'inventer, qui est partie de bioremédiation tout à fait différente. Donc je vous dis, ne pas créer de produits toxiques, extrêmement sobre en énergie. Donc, arrêtez de gaspiller et tout faire fonctionner avec très peu de... Parce que le vivant, c'est très très bien faire. Moi, je montre une libellule qui vole à 100 km/h avec 2 watts. Qui sait faire ça au niveau des machines humaines? Elle tourne la tête à 360 degrés, ma libellule. Elle encaisse 30 G d'accélération. Un pilote de chasse à 6 G, et le type il est matin. Et puis, elle a 9 techniques de vol. Donc, il n'y a aucun hélicoptère de combat qui arrive à la cheville de ma libellule. Elles sont là depuis 345 millions d'années. Et qu'est-ce qu'on fait? Bon, on met des tas de saloperies dans les mares, on sèche les mares, et mes libellules disparaissent. Donc, vous voyez que ça aussi, ça demande de la réflexion, bien évidemment. Alors, pourquoi ça change ça? Parce que notre alimentation a changé. Et parce qu'on prend beaucoup trop de traitements antibiotiques de façon désordonnée. Aujourd'hui, l'antibiorésistance est un des problèmes majeurs de la médecine en France en ce moment. Regardez les relations avec le plancton, ça va plaire à Marie-Jo, ça. Tara Océan nous ramène ces séquences que j'évoquais tout à l'heure. Eh bien, regardez. Ici, ce sont des gènes, ici en bleu, que des bactéries, pardon, des cellules végétales, du phytoplancton de l'océan. En rouge de mon bébé humain, de mon intestin, et en gris, eh bien, nous avons un tiers de gènes en commun entre l'intestin et puis le phytoplancton. Nous sommes l'histoire issue des phytoplanctons. Un tiers de gènes en commun, on est fait un bébé humain de 3/4 d'eau, ou un petit peu moins. On est rempli de bactéries, ça devrait rabattre un peu le caquet de l'humanité pour réfléchir un petit peu à ce qu'il fait. Et pour terminer, la dernière image, c'est celle-ci, c'est votre lit ce matin. Chaque lit humain, parce que vous y avez dormi, contient chaque matin, à votre réveil, entre 1 et 1,5 million d'acariens. Je dis souvent, j'en parlais avec des étudiants tout à l'heure, on leur disait, vous savez, vous avez beaucoup plus de relations intimes avec les acariens de votre lit qu'avec votre copine. Vous n'en voulez plus, et bien vous quittez le lit, et effectivement, au bout d'une semaine, nous en avons marre d'attendre qu'un patient vienne se faire sucer, pomper, faire tout ce que vous voulez, en digérant les cellules de la peau et puis tout ce que vous voyez comme particules des cheveux, et ils changeront de lit. J'avais une jeune femme qui me dit, mais j'ai un bébé de 2 mois, c'est quand même pas comme ça dans son lit. J'ai dit, si, bien sûr, vous en voulez moins, c'est simple. Hein. Vous ne faites pas le lit surtout. Hein. Vous laissez le lit grand ouvert avec le soleil du matin. Là, les acariens, ils n'aiment pas trop ça, ils vont se dessécher. Vous ne remettez pas le bébé tout de suite. Mais si on refait un beau lit propre avec le bébé dedans, on double la population pour le lendemain. Voilà. Donc c'est pour vous montrer que, franchement, hein, quand on vient me dire qu'on peut se passer de la biodiversité et que c'est une histoire d'écolo, ça n'a pas de sens. Chaque citoyen devrait être concerné. Le problème, c'est que nos mondes politiques formés à leur école particulière, là, on leur a jamais appris ça. Et ils savent pas qu'ils sont pleins de bactéries. Et voilà pourquoi, justement, on a beaucoup de mal à les comprendre. En plus, le temps politique et le temps du vivant sont quand même de la vie et de la physique sont quand même bien différents. Alors, deuxième épisode, c'est quand est-ce que l'humain a cessé d'être un animal à part entière et est devenu humain. Donc, on a les grandes dates de domestication du feu. On est en Afrique, vers 1,5 million d'années à peu près. Au néolithique, on invente agriculture et élevage. On en a dit 2 mots tout à l'heure. Les premières cités, les premières domestications. Et puis après, la machine à vapeur. Là, on va rentrer avec les découvertes de la physique. Là, effectivement, James Watt produit la première locomotive aux États-Unis. On est un peu avant la Révolution française. Du jour au lendemain, il nous faut du charbon et du pétrole. Et là, on va rentrer dans le caca. Parce qu'on ne va pas se préoccuper, bien sûr, des effets secondaires de ce CO2 produit. En fait, le système Terre était merveilleux. Quand vous aviez des coccolithophoridés qui vous formaient les falaises du pays, c'est magique. Il y a des
milliards de tonnes de CO2 stockées. Les gisements de charbon et de pétrole. Le charbon, c'est quoi? C'était les grandes forêts de carbonifères. Le pétrole, c'est quoi? C'est du phytoplancton marin entre 250 millions d'années et puis 25 millions d'années, stockés dans les... Et qu'est-ce qu'on fait? On va les réutiliser et les remettre dans le système. Et là, il n'aime pas trop le système. Donc il va le stocker dans l'atmosphère et dans l'océan. Dans l'océan, il aide l'atmosphère à réagir puisqu'il en stocke à peu près un quart. Mais le drame, c'est qu'il s'acidifie pendant ce temps-là, et ça pose aussi un problème. Vous voyez que c'est un peu comme en écologie, vous cherchez quelque chose. Robert Barbeau, comme je l'aime beaucoup ici, nous disait en fait, l'écologie c'est un tricot, vous faites un magnifique, je sais pas, ma grand-mère va vous tricoter un magnifique tricot, au point là, et puis un jour, avec une paire de ciseaux, vous coupez simplement une maille. Et puis vous commencez à tirer. Au début, vous ne voyez rien. Et à un moment, vous êtes tout nu. C'est ça, en fait. Et c'est ça que les écologues ont du mal à appréhender. On ne sait pas prévoir ceci. J'enlève un arbre dans la forêt, je ne vois rien. 2, 10, 100, 1200 arbres. Et j'enlève à un moment l'arbre de trop. Et tout l'écosystème shift. C'est pareil en vrai. On a bien vu ça aussi. Et quand on shift, on vient pas. Et quand on shift, ça pose un énorme problème. On a fait des écosystèmes aujourd'hui totalement anthropisés, artificialisés. L'artificialisation des sols en France, c'est le rythme d'un département français tous les 7 ans. De beauté agricole. Demain, je viens de vous dire qu'il ne fallait pas, effectivement, il fallait garder les agriculteurs parce qu'ils sont dans la bonne carte. Il faut qu'on mange, demain, on sera plus longtemps. Chaque bébé qui naît va avoir envie de manger, c'est normal. Il faut continuer à progresser. On a lutté entre 3 et 4 la population humaine depuis 1945. Voilà la date. Et pour moi, c'est très important parce que les découvertes de la physique nous permettent de créer un événement extérieur de l'ordre de grandeur d'un événement naturel, dramatique. Effectivement, par exemple, un tsunami ou bien effectivement un grand séisme, en détruisant une ville complètement. La physique nous permet de faire ça. Et c'est après le moment aussi où on va multiplier les populations de façon absolument dramatique. Là, je voyais les chiffres en Afrique en ce moment, 100 millions en Égypte d'habitants, 100 millions en Éthiopie, 100 millions au Congo, 100 millions en Éthiopie, 220 millions au Nigeria, 400 millions à la fin du siècle. L'Afrique sera pratiquement à 3 milliards. Donc ça veut dire que, et l'Asie a continué bien sûr, donc ça veut dire que là on a des questions qui sont essentielles. Nos hommes politiques ne prennent pas du tout la mesure de ces questions-là. On parle d'immigration, tant qu'ils sont 100 000 ou même aller jusqu'à 1 million, quand ils seront 50 millions, comment est-ce qu'on va réagir? La seule solution, et c'est pas une histoire c'est une histoire de sens, de bon sens, c'est de faire tout pour que les Africains soient bien chez eux. Ils n'ont pas envie de venir chez nous, ça c'est faux. Ces mouvements politiques en France, ils veulent nous envoyer, c'est archi faux. Ils n'ont pas plus envie de partir de chez eux que vous de chez vous à la place. Simplement, ils vont venir parce que, il ne pleut plus chez eux. On a enlevé toute la forêt. Sans pluie, pas d'agriculture. Sans agriculture, pas d'humanité. Sans humanité, on s'en va. On montrait des images de Madagascar tout à l'heure. C'est pareil pour Haïti, aller au Brésil en ce moment. Vous voyez que, et là, on a un devoir envers l'Afrique, ça c'est clair, hein, on l'a assez pressuré, c'est de les aider à se trouver bien chez eux, sans penser à leur place. Il y a des tas de techniques agricoles bien meilleures que les autres. Et puis ceci a amené un prix Nobel de chimie. Paul Crutzen a proposé le terme d'anthropocène en 2000. Alors vous voyez ici la progression de l'humanité en nombre d'individus liées à des innovations technologiques. Je disais que ici, domestication animale, l'âge des métaux, des villes, l'invention de la roue, des moulins à eau et à vent, la poudre noire, quelle invention de domination de l'humain sur la nature et la planète. Quand je vois aujourd'hui des gamins de 15 ans dans l'est du Congo, au sud du Soudan, qui a la Kalachnikov au sac tous les éléphants et tous les rhinocéros, après avoir violé toutes les femmes du village de côté. Ça, c'est la domination par un élément d'invention qui est la poudre noire. Je pense qu'une des grandes inventions de l'humanité qui a tout changé, c'est l'arme de jet. Au départ, on n'avait que ça. Un biface. Un biface, pendant 3 millions d'années, c'est le seul outil qu'on a. Ils sont plus ou moins sophistiqués, on se déplace de fer en fils, on gratte, on arrache, on frappe avec ça. Le biface. 50 000 ans, on a encore des bifaces, on en avait il y a 2 millions d'années. On le trouve en Espagne, la Cima de los Huesos, c'est 1,8 million. Le biface, c'est ça. Le biface demande un corps à corps. Et une fois que les chasseurs actuels, quand ils discutent avec eux, à mon avis, si on leur file un biface qui doivent tuer un sanglier, le sanglier, il a ses chances.
Dès le moment où on invente l'arc et la flèche, le propulseur, la lance, puis après, bien sûr, la poudre noire, tout va changer. Et ça va changer complètement les relations et ce sentiment de domination de l'humain vis-à-vis de la planète et du reste de la vie sur le système planétaire. Ceci, bien sûr, a permis l'explosion démographique. On est resté très longtemps très peu nombreux. Quand je vais à Tautavel vers mes collègues paléanthropologues, je leur dis, mais comment ils faisaient ces types? Ils arrivaient à 700 000 ans à Tautavel. La base horaire est à 700 000, 450 000, on a trouvé le crâne de Tautavel. Ils sont morts il y a 100 000. Comment, en ne faisant que chasser et cueillir, ils n'ont pas tout détruit? Merci Anne-Marie, c'est gentil. Et la réponse est très claire, ils sont 20. Pendant 600 000 ans, ils sont 20, jamais plus, dans la vallée de Tautavel. On est 7,5 milliards aujourd'hui, ça change absolument tout, bien évidemment. Alors après, bien sûr, merci. Vous avez après les vaccins qui nous posent problème, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, j'étais invité, jeudi dernier, j'étais à Bordeaux, au congrès de l'AMSTI. L'AMSTI, c'est l'association de tous les musées de diffusion scientifique de France. Beaucoup de physique, beaucoup de chimie, d'informatique. Et j'étais invité avec Didier Pourquerie, que vous connaissez, c'est l'homme qui a créé The Conversation, qui est un journal, en fait, destiné au monde scientifique, toujours écrit par des scientifiques, qui fait des bilans sur des grandes questions. Alors je vais en faire un maintenant sur la crise puisqu'il m'a plu tout à l'heure, je vais en faire un sur le papier de notre ami Ehrlich. Et c'est très intéressant, c'est un lieu, c'est un think tank super intéressant, où on tue les fake news. On est vraiment dans un système dramatique. Dès qu'on est passé en fait à Internet 2.0, tout a changé. On est envahi par des choses qui sont aujourd'hui, à un ami physicien comme Albert, Flat Earth, ça revient. Il y a des sites aux États-Unis, vous y allez, alors je vous dis comment vous faites, parce que quand l'avion est arrivé au bout, il repasse par-dessous, je ne sais pas s'il y a de la moquette dessous, hein, ils reviennent de l'autre côté. On revient, les vaccins, c'est plus dangereux que d'être malade, alors que la vaccination fonctionne tant que les gens se vaccinent. Ceux qui ne se vaccinent pas, ils comptent sur ceux qui vont se vacciner pour que la maladie ne revienne pas, bien évidemment. Ensuite, vous avez toutes les questions posées par le climato-scepticisme. Vous avez les problèmes aujourd'hui lancés justement par ces questions diverses et variées de transhumanisme. Hein. Demain, vous vivrez 1000 ans. Alexandre disait récemment, l'homme qui vivra 1000 ans, toujours un homme, toujours pareil, et déjà né. Moi, j'attends de voir, effectivement. Je disais, mais vous savez que si vous vivez 1000 ans, c'est la haine de chaque bébé qui va naître. Chaque bébé qui va naître, il va vous bouffer vos ressources sur une planète qui est finie, bien sûr. Et je dis, et si tu vis 1000 ans et que tu vis 923 années Alzheimerien, je ne veux pas de ta famille. Hein. Un type qui me dit récemment, il me dit, voilà professeur, je sais pas combien ça a coûté, mais ça a coûté plusieurs millions d'euros, il s'est fait congeler en Suisse, c'est permis. Donc il a trouvé une caverne, ils vont le mettre dedans, congelé. Il dit, quand vous avez 80 ans, vas-y, vous avez fait une connerie, vous aurez dû vous faire congeler à 28 ans, ça aurait été beaucoup mieux quand on va vous décongeler. C'est apprécié. Mais il y a des gens qui vont payer 10 millions pour effectivement se faire congeler. Et le système lui garantit une décongélation dans 50 ans. Quoi qu'il se passe sur la Terre. Ma mamie. Alors, si des gens font des gaspillages comme ça, imaginez un petit peu le reste. Le mythe de l'immortalité revient. Pour quelques-uns qui ont la haine de la partie biologique d'un corps humain, bien sûr, il faut nous débarrasser de nos bactéries. Je ne sais pas comment ils vont digérer, hein, sans bactéries dans le tube digestif. Donc vous voyez que c'est pas très sérieux tout ça. Et donc il y a un scientisme qui accompagne tout ça aussi, bien évidemment. Alors ça c'est la domestication, donc je passe rapidement. Le chien le plus ancien, il y a 35 000 ans on domestique le chien, puis le chat, puis après la vache, le cochon, la chèvre, le mouton, il y a 18 000 ans hein, par là. Après en Amérique, le dindon américain, le lama, l'alpaca, le cobaye, le canard. Le lapin vient de France, le lapin ne vivait il y a 2500 ans, c'est le dernier domestiqué, le lapin, il vivait que en France, c'est dans la péninsule ibérique, uniquement, il y a des lapins partout sur la planète aujourd'hui, qui posent des gros problèmes, bien évidemment. Il ne vivait que chez nous, les lapins. Et vous vous rappelez qu'à l'époque, je vous avais raconté qu'il y avait une bulle du pape qui avait fait du lapin un animal aquatique. À l'époque, la coutume, c'était on ouvrait une lapine gestante, on récupérait les petits lapins dans la poche des os, et on mangeait les lapins comme ça dans la poche des os. Comme c'est dans l'eau, le pape avait dit on peut faire carême le vendredi pour manger du lapin qu'un animal aquatique. Ça, c'est encore Homo sapiens, encore une fois de plus. Je ne vais pas rater sur des histoires comme ça. Donc, on domestique plus tard les animaux aquatiques, et puis comme ça, on va être partout. Je vous disais, malgré ces domestications partout, aujourd'hui, il est bien clair qu'on mange tous la même chose partout, environ. Alors, bien sûr, les humains ont réagi à cette diversité biologique. Pour moi, ça m'a beaucoup émotionné. J'ai eu la chance d'aller 2 fois voir le Chauvet réel et 1 fois à la réplique. Et c'est vrai que vous en pleurez. Hein. C'est la première scène au monde à 37 000 ans. Les datations sont formées. Lascaux, 17 000, 37 000 ans à Chauvet. Et là, vous avez les premières manifestations par des humains, le dessin de biodiversité, qui dessinent comme ça ici dans la salle.
Et pourquoi ils ont fait ça? Là, je suis ici avec Jean-Marie Chauvet, Eliade Brunel et Christian Hiller, qui sont les 3 humains qui révèlent à votre Chauvet à l'humanité. C'était le 19 décembre 1994. Et ils racontent leur histoire, en fait. Ils sont allés jusqu'au bout, ils n'ont pas pu ces dessins. Et puis ils vont les révéler. Au début, on va les accuser de falsification. Même le grand Claude va dire, mais non, c'est pas possible. D'abord, c'est pas dans le Périgord, déjà c'était épouvantable, hein. C'est trop à l'est. Vous vous rappelez l'homme africain aussi de Coppens, au-delà du Rift et du côté du Rift, avec les fossiles du Tchad. Hein. Et puis aussi, après, on va dire, c'est trop beau, c'est pas possible, vous les avez fait. Alors, faire un truc comme ça, tout va être clair, les experts vont venir, la grotte elle est réelle, elle est plus de 2 fois plus grande que Lascaux. Pourquoi il n'y a aucun rhinocéros à Lascaux? Parce qu'ils ont déjà disparu. À 22 000 ans, ils sont rouges, les rhinocéros. Il y a 4 ou 5 espèces à Lascaux, il y en a 14. Donc vous voyez qu'il y a un joli exemple de représentation de la diversité biologique à la grotte Chauvet. Il y a une panthère, il y a des lynx. Il y avait des lions, on regardait les lions de Chauvet, il y avait des rhinocéros, bien sûr. En France, hein, et on a 37 000 ans, c'était un climat qui était, disons, tempéré plutôt chaud. Alors, quels sont les problèmes écologiques qu'on vit aujourd'hui? J'en parle souvent avec Nicolas. Crise du productivisme agricole. Ça, on en a encore parlé hier, à Bercy. Donc, ça veut dire que là, on peut changer. Même la FNSEA commence à admettre quand même que bon, les produits, il faudra bien arrêter un jour. Donc, alors, par contre, où ils ont raison, et je suis d'accord avec eux, c'est qu'il faut que la recherche leur fournisse des alternatives. Et donc, il y a un grand programme de l'ANR qui est parti, là. Quelles alternatives à l'usage des néonicotinoïdes? C'est une vraie question. On ne peut pas changer du jour au lendemain. Alors, bien sûr, le changement climatique a bon dos maintenant. On dit, ouais, mais j'ai beaucoup plus de traitements qu'avant parce que le climat change. Les pêcheurs nous disent, ouais, j'ai plus de poissons, le climat change. Mais comment tu pêchais avant? Ah, bah, je pêchais au pétard, effectivement. Ça veut dire que, bon, la surpêche a toujours existé, ça c'est évident. Hein. Il est très bon le changement climatique. Aujourd'hui, ce n'est pas leur faute, puisqu'on n'a pas surpêché, on n'a pas mis des saletés sur les champs, on n'a pas tué les sols. C'est le climat qui change qui pose problème. Alors, sur les cerises, il y a eu un gros débat cette année sur les cerises, puisqu'il a fallu, là où il y avait un traitement par an, il y a eu 6 traitements. Moi, je leur dis, mais alors, tu les bouffes tes cerises? Ah, ben non, je ne les mange pas, mais je les vends, oui, je les vends. Donc ça, on peut changer. L'eau potable, on peut changer. Ça, c'est jouable aussi. Peu de volonté politique et la technologie, on l'a. La pêche, pêcher c'est très bien, surpêcher c'est stupide, je l'ai souvent dit ici. La forêt, il faut arrêter de déforester. Aujourd'hui, il part par année la surface de la Grande-Bretagne en forêt tropicale. En Indonésie, il y a quelques temps, il est parti 23 millions d'hectares sur 3 ans en Indonésie, de la forêt, en fait, la rainforest, la forêt vierge pluviale, hein, au détriment pour produire du palmier. La biodiversité s'effondre, on peut changer. Et on pollue tout. Voilà, ça c'est vraiment les 6 actions sur lesquelles il faut qu'on se batte tous ensemble. C'est jouable, ça on peut vraiment le résoudre, il faut dire aux jeunes. Hein. J'en dis, c'est pas pour les désespérer, surtout pas. Au contraire, hein, on est là pour ensemble se battre. Ce que j'aurais quand même dit tout à l'heure, c'est qu'ils ne vivront pas comme leurs parents. On a vécu complètement à crédit. Et nos grands-parents encore pire. Donc ça veut dire qu'il faut changer nos modes de vie. On me dit, il faut s'adapter. Moi je veux bien, hein, mais je suis un physiologiste. Il n'y a aucune adaptation possible si on n'accepte pas de changer. Le vivant s'est toujours adapté parce qu'il a accepté de changer. Donc il faut qu'on change. Il faut qu'on change tous les façons de faire que l'on a aujourd'hui. Ça c'est jouable. Mais il faut qu'on le fasse collectivement. Ce n'est pas le monde politique qui va décider. Hein. C'est collectivement la société civile qui va décider, effectivement. Le seul où c'est trop tard, c'est le climat. Parce que c'est trop tard, on est parti trop tard, on a commencé à accumuler beaucoup trop de CO2 dans l'atmosphère. Alors ce qu'on peut faire, c'est limiter les dégâts aujourd'hui. C'est le but des accords de Paris. Et puis bah là, en fait, avec mes copains physiciens, on discute beaucoup à l'IPSL. Non seulement il faut arrêter d'émettre, mais aujourd'hui, bah, c'est clair, il faut qu'on commence à enlever le CO2 qu'on a mis. Hein. Donc il faut que, sans bien sûr pétrole et charbon, bien évidemment, sinon on a rejoint le système, hein, on en a trop mis, donc il faut l'enlever, sans remettre, bien évidemment. Donc voilà, le défi est lancé. Comme le stockage de l'énergie électrique, c'est une vraie question actuelle, fondamentale, ça. À quelles énergies renouvelables pour demain, si on arrête charbon et pétrole? Parce que si effectivement on fait de l'électrique à tout vent avec d'autres moyens, est-ce que c'est avec du nucléaire qu'on va dessaler l'eau de mer pour faire de l'eau potable? Il faut qu'on discute, il faut regarder les prix et les coûts, comment on fait, c'est des questions, on a des aussi bien sûr. Hein. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut aussi commencer à enlever le CO2. Alors il y a des techniques qui sont en place en ce moment, de briques qui absorbent le CO2, où est-ce qu'on va le stocker? Il faut le remettre, il faut reprendre des cocos lithophoridés et puis refaire les falaises du pays de Caux, hein, et puis restocker sous forme de calcaire ou de coquillage le CO2 en excès. Le vivant sait faire, les sols savent faire. Parce que le paradoxe, il est là. Comment aujourd'hui faire une agriculture plus productive, pas productiviste, mais plus productive sur la parcelle, sans polluer, sans engrais, sans intrants chimiques, sans gaspiller l'eau? Le sol sait faire ça, depuis toujours il sait faire ça. Mais ça passe par la polyculture. Vous avez vu un coin de sol sauvage, vous, où il n'y a qu'une seule plante qui pousse? C'est l'humain qui a inventé ça.
J'ai un collègue qui a 140 hectares en Vienne, croyez-moi, il fait ses petits pois sous son blé, c'est merveilleux, il me dit c'est magnifique. Quand je fais ma moisson, j'ai le petit pois en dessous, et j'ai pas de peste agricole, pas de pesticides, j'ai pas besoin. Il a refait des haies, il fait son bois largement suffisamment pour ses besoins en bois, donc il n'a pas à couper la forêt, et les haies protègent aussi. Il y a beaucoup moins de problèmes de peste agricole dans ces conditions-là. En fait, c'est ce qu'on faisait auparavant, hein, on savait faire. Donc il faut tout réinventer, mais avec aujourd'hui la question d'alimenter non pas 500 millions, mais 7 milliards et demi. Et quand on voit les subventions de la PAC, aujourd'hui, elles nous posent problème, parce que la PAC distribue à la France chaque année, pour le productivisme, pour ces grands champs d'horizon, pour les dans une monoculture intensive, à grands coups d'engrais et de pesticides, 7,5 milliards d'euros. C'est ce que l'Europe donne à la France, en aide agricole. Le bio, 160 millions d'euros. Et on dit le bio est trop cher. Moi, je vais bien discuter, hein. Le bio est trop cher, simplement, c'est tout. Non, c'est parce qu'en fait, les aides ne vont pas du tout au bio. Donc, on donne 40 fois plus d'argent au productivisme qu'au bio. Donc, on arrête de nous dire que le bio est trop cher, ça n'a pas de sens. Donc là, il faut repenser le système. On ne fera pas tout en bio. Je pense qu'avec Bernard Griffon, à Montpellier, on s'est beaucoup intéressé à cela. Il nous faut une agroécologie intensive. C'est intéressant, ça paraît complètement antinomique. Hein. Comment écologiquement on peut produire plus? Le sol, c'est faire ça. Les 4 promilles, par exemple, de l'ancien ministre de l'Agriculture, qui n'est pas du tout intéressant, ça a été soufflé par des écologues du CIRAD. Et bien c'est clair que les sols peuvent stocker une grande partie du CO2 qu'on émet. Peut-être tout le CO2 qu'on émet d'ailleurs, qui ne sera plus retrouvé dans l'atmosphère. Il serait stocké dans les sols grâce aux plantes que l'on fait pousser. Mais pour ça, ce n'est pas une seule plante. Et surtout, il faut travailler sur l'année. Regardez les cultures actuelles en France, il y a très peu de cultures qui durent plus de 8 mois. Hein. En fait, on utilise à peu près, sur 12 mois, on cultive 8 mois. Qu'est-ce qu'on fait le reste du temps? Ben, rien pour les abeilles, par exemple. Hein. Donc là, il y a toute une agronomie à repenser, auquel s'attachent bien sûr les chercheurs aujourd'hui sur ces questions. Voilà, ben ça c'est Madagascar, il n'y a plus d'arbres à Madagascar, ils sont partis. Hein. On les a enlevés, mais les Lémuriens s'approchent. Ça, c'est la jeune femme dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait migré. Elle avait fait 800 km à pied. Et puis, elle était arrivée là. Donc, ça, c'est des problèmes qui sont dramatiques. Tout ça va se terminer par des immigrations forcées. Les forêts de Bornéo, ces 23 tigres de Sumatra ici, c'est Sumatra et Bornéo, d'années en temps. Tout ça, aujourd'hui, est transformé non pas en forêt, mais en champs d'arbres, que sont les palmiers à huile. Donc, ces arbres viennent d'Afrique, au départ, ils sont en Côte d'Ivoire. C'est une plante de Côte d'Ivoire, le palmier à huile, qui a été introduit en Asie, revenu dans certains pays africains en Amérique du Sud, et c'est par millions d'hectares, effectivement, qu'on utilise ces forêts. Alors, pour moi, couper de la forêt primitive pour du palmier à huile, c'est criminel. Par contre, je ne suis pas contre la production de palmier à huile en permanence, c'est-à-dire que ça a aussi beaucoup aidé l'Indonésie, la Malaisie à se développer. Moi, parce que ce n'est pas que des grosses multinationales, il y a plein de petits paysans qui font aussi du palmier à huile. En plus, l'intérêt du palmier à huile, c'est qu'il est très peu demandeur en fait en traitement. C'est un arbre quand même qui est assez résistant. Ceci étant dit, on ne peut pas transformer la forêt primaire en palmier à huile. Donc il y a vraiment des choses à discuter là-dessus. Il y a vraiment une controverse aujourd'hui sur la question du palmier à huile. Alors vous voyez que comme vous avez des arbres, ça travaille de l'INRA, ça, de Nathalie Noblet, qui nous montre que finalement les arbres ils savent faire pleuvoir, et l'évapotranspiration crée effectivement des nuages qui montrent qu'il pleut. Si j'enlève mes arbres, ça disparaît. Et on va vers le désert. Alors la guerre agricole, il est clair, nourrir 9 milliards d'humains, ça c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Ça c'est gentil, mais on ne va pas alimenter l'humanité sur les toits de Paris non plus, c'est bien. Hein, il faut qu'on réagricolise les villes. D'abord, un gamin, après, quand il vient travailler avec nous sur un toit de Paris, il sait comment ça pousse des radis. Parce que j'avais un petit garçon qui me disait, mais les radis, ça ne pousse pas en botte, comme ça. Oui, ça pousse comme ça. Et après, il me dit, il vient d'où le sel? Il travaille que font les enseignants, hein. C'est même pas que ça venait de la mer. Donc, vous voyez que c'est compliqué. Hein, une banane, ça vient d'où? Ça vient de Papouasie, et puis toutes ces plantes qu'on a acquis avec les grandes découvertes. J'étais au Mexique il y a quelques semaines pour travailler sur le sauvetage des plantes des mayas en Yucatan. Les tomates, le maïs, les haricots, les chilets, hein, les piments, le chisal, la ficelle, tout ça c'est... Le cacao, il n'y a pas de cacao sans Yucatan. C'était une plante uniquement du pays maya. Donc vous voyez que tout ça c'est extrêmement important de voir comment ça a été basculé partout. Aujourd'hui, les bananes sont produites partout, sauf en Papouasie, alors qu'elles sont originaires de la Papouasie. Ça change beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vient de chez nous? Pas grand-chose. Hein. Même les pommes, on sait qu'elles viennent du Kazakhstan, les pommes qu'on produit chez nous. Le raisin méditerranéen, l'olivier, on a quelques plantes effectivement ancestrales chez nous. Donc, nourrir les humains, produire plus sans augmenter les surfaces agricoles, ne pas gaspiller l'eau, arrêter les usages de pesticides et d'insecticides, ça c'est clair. Il faut arrêter, dans les 10 ans, il faut arrêter. L'arbre empoisonne les gens. Une femme sur 6 a un cancer du sein en ce moment. C'est encore les femmes qui travaillent, donc ça m'énerve encore plus. Hein. Mais on commence à avoir quelques messieurs avec des cancers du sein.
voyez, c'est quand même pas inintéressant. Ça veut dire qu'effectivement, il faut arrêter ces produits. Quand on dit on n'est pas sûr que arrêtons. Même si on n'est pas sûr, je suis désolé, on peut faire sans, parce qu'alors il faut s'en passer. Demain, il faut une agriculture différente sans cette chimie particulière. Ensuite, sur la vigne, ici, c'est particulièrement utilisé. Diminuer les engrais, produire des produits sains, ne pas détruire la biodiversité, l'utiliser dans le monde agricole. Faire de la monoculture. La monoculture n'a plus de sens, ça c'est clair. Le vivant n'a jamais fait ça, il faut travailler comme les vivants, s'en inspirer, regarder comment ça fonctionne. Et puis créer de l'emploi. Et ça, on l'oublie dans le monde agricole. En Afrique, il faut créer de l'emploi. Ce n'est pas la mécanisation qui va résoudre des problèmes. Au contraire, vous savez, aujourd'hui, je suis très inquiet sur les types de recherche qu'on fait aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que toutes les recherches soient innovantes. Tout à l'heure, je disais, pour l'innovation, il faut un système qui ne produise pas de produits toxiques, sobre en énergie et qui crée de l'emploi. On fait plein de recherches en ce moment qui tuent. Sur les robotisations, sur plein de choses. Et ça ne va pas arranger les affaires de l'humanité. Parce que demain, si effectivement on a des systèmes, je ne suis pas contre tout les robots, au contraire, en recherche, en technologie, je suis tout à fait pour intervenir à 4000 mètres de profondeur ou dans des glaciers pas possibles, c'est très très bien. Mais de tout vouloir partir à partir de cela, donc bien réfléchir. L'innovation pour moi, elle doit créer de l'emploi, sinon elle n'est pas une innovation. Elle n'est pas sustainable, elle n'est pas durable. La pêche, c'est pareil que l'agriculture, hein, ça je vous l'avais montré aussi, ce sont les records du monde de capture de poissons, hein, enfin de concours de pêche, pardon. 1926, 57, 80 et 2007. Moi j'ai mis souvent ça aux mâles, parce que c'est les mâles qui aiment pêcher des gros poissons, il faut des gros trucs, hein, les femmes font pas ça. Elles sont beaucoup plus fines que cela, évidemment. Le mec qui veut suivre le gros truc, absolument, là il s'est photographié à côté de son poisson. La virilité a pris un sacré coup, parce qu'en 2007, le type il gagne avec 140 grammes du concours de pêche ici. Et ça c'est vrai, partout. On parle de la science sur des coupures de journaux, en fait, quand on a un peu un esprit critique. Hein. Il y avait des morues de 200 kg vers 1902-1903. La plus grosse morue ne fait pas 20 kg aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même espèce. Elle ne peut même pas suffisamment vieillir pour grandir. Elles sont toutes capturées. Et ça, je vous expliquais aussi qu'on sait que les arbres, en partie, le climat change. Donc on sait que le climat qui change les vivants, mais le vivant qui s'en va change aussi en retour de climat. Donc les arbres qui s'en vont, vous changez la pluviométrie, donc moins d'eau, plus d'agriculture. C'est pareil pour la pêche. Vous surpêchez les sardines, ça c'est en Namibie ou bien au Chili, les anchois. Comme il n'y en a plus, ben, vous effondrez les oiseaux qui les mangeaient, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de baleines qui les mangeaient. Les poissons de bout de chaîne qui les mangeaient sont plus là, ce qui est dommage pour les pêcheurs parce que les thons sont là, et les thons sont une des principales ressources de la pêche aujourd'hui. Il y a 7-8 millions de tonnes, c'est gigantesque. Hein. Ça fait le quart des rendements de la pêche. C'est les seuls thons, 13 espèces de thons. Le thon valait à Bagnous en 2000, vous vous rappelez, 3 € le kilo de thon rouge. 100 € en 2007. Si on n'était pas intervenu ici, dans la région aussi, hein, entre 2007 et 2010, c'est bien. Alors, contrairement aux écolos, on n'avait jamais dit que les thons allaient disparaître. On n'a jamais dit ça, non. On avait dit qu'on allait effondrer le stock de Méditerranée. Quand on dit en 2007, le ministre à l'époque, je crois que c'était Vasseur, on dit, allez, on peut garder en Méditerranée une capture d'à peu près 13 000 tonnes de thon par an. Le ministre va à Bruxelles, dit 29 500 tonnes, et les pêcheurs en pêche cette année-là, 61 000 tonnes. Tout le monde se fout de tout le monde, en fait. Eh bien, on a dû passer par des mesures drastiques. 2012-2013, les bateaux sont rentrés au port après 2 semaines de campagne. Et bien, ça y est, aujourd'hui, les thons viennent, les petits thons, les pêcheurs. Non, mais remercie. Et de me dire, ben, heureusement, vous êtes battus pour les thons. À l'époque, on a des thons 60 kg. On a eu 2 années ici à Bagnous, sur les 2009 et 2010, pas un seul thon pêché de gens qui partaient pêcher des poissons. Et ça, de Vintimille à Cerbère. On avait effondré les stocks de Méditerranée. Moi, je les ai vus en arrivant ici à Bagnous avec Laurence en 2000, il y avait des thons, ici. Ensuite, on les a vus en Sicile, encore Sardaigne, en Sicile. Puis après, on les a vus en Libye. Après, la guerre de Libye va démarrer, donc ça va foutre la paix le temps. Donc, ils vont se refaire une santé, comme les baleines avaient fait durant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, les guerres sont excellentes à ce moment-là, hein, parce que les humains ont autre chose à faire, et ça repermet au stock de repartir. Et puis après, la guerre est finie, bon, on recommence. Et puis on défend, et si on n'avait pas pris les moratoires sur les cachalots en 1967, il n'y en aurait plus aujourd'hui, alors que le cachalot se porte très bien. Ok, il y a des bonnes nouvelles, hein, on se bat quand même pour ces questions. Donc ici, comme eux sont plus là, ils mangent, le zooplancton explose, et qu'est-ce qu'il fait? Il mange tout le phytoplancton. Et le phytoplancton joue un rôle essentiel dans la capacité de l'océan à fixer le CO2. Voilà comment, si vous surpêchez, vous changez le climat. L'océan n'est plus capable de stocker le gaz carbonique, qui reste à ce moment dans l'atmosphère et qui augmente, bien sûr, l'effet de serre du gaz carbonique qui est émis. Trop pêcher change le climat. Couper la forêt change le climat. Vous voyez, c'est quand même assez subtil et intéressant.
Les pollinisateurs, ça c'est très important, j'en parlerai avec mes étudiants après-demain. Alors ça, on a pris conscience de ceci parce que c'est le chiffre qui a le plus bouleversé l'humanité générale qui n'est pas scientifique. Ça a été en fait les chiffres publiés par IPBES il y a 4 ans sur le coût que représenterait pour l'humanité la disparition des abeilles. On est de l'ordre de 180 milliards d'euros par année. On l'a vu en Chine, où des zones ont été totalement traitées et ont entièrement tué toutes les abeilles de la région. Donc c'est des femmes, toujours des femmes qui travaillent, qui sont allées fertiliser les fleurs. Tout ce que vous consommez en légumes ou en fruits est fertilisé, à part les céréales. Dans la nature, c'est 90% des plantes qui sont fécondées par les pollinisateurs. On sait qu'en mer, c'est vrai aussi. Je montre depuis quelques temps, il y a un papier sorti il y a quelques temps qui montre que les posidonies sont aussi pollinisées par les crevettes. Donc c'est pas que une histoire terrestre, c'est aussi une histoire marine, la pollinisation. Et c'est intéressant parce que finalement, ça coûte rien. Et quand on a pu, donc, quand ces femmes se sont mises à travailler pour faire le travail des abeilles, calculer bien sûr les rendements en coût salarial, on arrive à ce chiffre-là aujourd'hui. Alors on ne disait pas grave, elles vont disparaître les abeilles, on va faire des drones. J'adore. Ils sont encore arrivés avec la technologie. La technologie va nous sauver, on va faire des drones. Demain, je verrai le charbon de qui va commencer à bouffer des drones, je sais pas comment ça va se passer. On va faire des drones, mais ils vont disparaître, les charbons de toute façon, vous avez vu aussi. Donc soyons sérieux, gardons ça avec nous, comprenons pourquoi elles s'en vont, respectons leur mode de vie et continuerons à nous donner gratuitement 200 milliards d'euros par an. En France, c'est 4 milliards d'euros par année en France, simplement en France, les pollinisateurs, chez nous aujourd'hui, sur les fruits et sur les bio. Donc on a mis au point 10 actions pour agir que vous retrouverez sur Internet. Pour terminer, quelques mots sur le climat. C'est la température de l'eau et de l'air, c'est la fonte des glaciers. Ce sont ces fortes pluies. Hier à Paris, hier matin, jamais vu. J'arrive à Paris, je viens de Bordeaux, je prends à Orly, paf 49 mm en 1 heure. Voilà. J'ai vu ça depuis 1880. Et avant, ça ne devait pas exister non plus. Voilà. Et puis, toutes les stations de métro sous l'eau. Il y avait donc Beaupère Mutualité a été fermée, au stade c'était sous l'eau, les gens ont balayé toute la journée, voilà un événement comme ça. La canicule de fin juin, vraiment exceptionnelle, elle va coûter entre 4 et 10 milliards d'euros à la France. On n'a pas encore les taux de mortalité. Entre 4 et 10 milliards d'euros. La canicule, les 6 jours au-delà de 35 degrés qu'on a eu sur la France à la fin juin 2017. Les canicules, on va en avoir. C'est bizarre, une canicule aussi précoce. Je ne redis jamais ça directement. N'empêche qu'on est sur des systèmes en ce moment extrêmement intéressants. Les inondations de juin 2016, totalement exceptionnelles. Pas en inondation à cette époque de l'année. Elles ont été dramatiques, elles se sont produites au moment de la nidification des oiseaux. Donc tous les nids qui étaient à moins d'1 mètre de la surface de la Seine, ils sont partis. Les cuves à pétrole ont débordé, bien sûr, en amont de Paris, et toutes les saletés qu'on avait mises sur les champs agricoles en amont de Paris se sont retrouvées à Paris, et ça termine en baie de Seine. Ces inondations sont totalement atypiques. Donc il faut qu'on regarde, on scrute ceci, bien sûr, pour fur et à mesure. Sécheresse, manque d'eau, c'est ce que disent les climatologues. En fait, il va faire plus chaud, mais surtout, on aura de longues périodes de sécheresse, succédées par des terribles précipitations. Et ça, pour le monde agricole, c'est dramatique. Vous avez très très soif, et brusquement 3 mètres d'eau dans le champ le lendemain. Et ça, c'est pas possible de continuer comme ça, bien sûr. Et ça, c'est le drame du lac Tchad en ce moment, avec beaucoup de pays africains. L'assèchement du lac Tchad va réactiver les mouvements terroristes de Boko Haram. Ils font leur beurre là-dessus, en fait, ces gens. Parce que c'est leur système. Il y a 5 pays riverains et une quinzaine de pays qui vivent du lac Tchad. Alors là, vous avez des prophètes de malheur. Ben écoutez, on va détourner un fleuve pour remplir le lac Tchad. Mamie, encore une fois de plus. Par contre, il faut vraiment qu'on intervienne pour que le lac Tchad ne devienne pas totalement sec dans les années qui viennent. C'est une vraie question. Chute d'oxygène dans l'eau, ça c'est physique, c'est de la physique. Plus l'eau est chaude, moins elle contient d'oxygène. Il y a déjà des zones en Méditerranée, en mer Baltique, où les poissons ont disparu parce qu'il n'y a plus d'oxygène dans l'eau, tout simplement. Et la mer remonte, ça c'est une question extrêmement préoccupante aujourd'hui. Et l'océan, ça s'édifie, ça fait beaucoup. Alors aujourd'hui, je suis allé en Arctique l'an dernier, et là, on voit des oiseaux comme ici, les bernaches, avec Jean-Louis Etienne, les bernaches, qui sont là, qui n'ont jamais vu d'humain. C'est pareil en Antarctique, vous avez des albatros qui n'ont jamais vu d'humain. Elles ont des tissus bourrés de pesticides. Et pas ceux qu'on met aujourd'hui sur nos champs. Ce qu'on mettait sur nos champs il y a 50 ans et 70. Tout est parti vers le nord, les sols se réchauffent. Ça fait des aérosols qui retombent effectivement au nord. Ils sont horriblement contaminés. L'homme contamine des milieux où il n'est pas, Arctique et Antarctique par exemple. Ici, on a une station de géodésie ici à Ny-au-le-Sund, qui est une station internationale où il y a 10 nations qui ont mis de l'argent, dont la France, l'IPED est présent là-bas, la station du CNRS. Et donc là, on travaille ici, on mesure 170 aérosols
C'est ultra précis. Fukushima, ils l'ont détecté là, 6 jours après l'accident de Fukushima, ils voyaient la montée de radioactivité de la planète Terre. Et ils me disaient, on détecte en CO2 une personne qui fume une cigarette à 2 km de distance. Et pourquoi on est là? Parce qu'il n'y a aucune production humaine, il n'y a pas d'humains, bien sûr. Hein. Donc il y a 10 nations qui sont là et qui travaillent ensemble pour mettre en évidence les changements globaux de ces paramètres dans le milieu. Il y a 3 stations comme ça au monde. Et là, au moment que la pollution vient soit par la mer, soit par l'air, effectivement. Et vous avez beaucoup de polluants dans les laits d'ours polaires, dans les moitiés d'actifs ici. Jean-Louis Etienne me disait qu'il était avec Antarctica là-bas en 1992 et le glacier était là à l'époque. En 20 ans, il a perdu ça. Il perd 1% de sa masse par an. Donc ça, en 20 ans, il n'y en aura plus de glaciers en Arctique. Et les glaciers andins ont perdu en 30 ans l'équivalent des glaciers européens en 3 siècles, depuis la fin du petit âge glaciaire. Donc c'est très différemment impactant les changements bien sûr divers et variés. L'Afrique c'est pareil, vous avez mis la mangrove ici du Mozambique. Là, on est au Botswana, donc là on fait des trous d'eau non pas pour les animaux domestiques, mais pour des gens assez riches qui viennent filmer les animaux sauvages ou les photographier, donc on fait des trous d'eau pour les animaux sauvages. Et là vous avez des grands hippotrames, il ne reste plus que ça, s'ils n'ont pas ça, ils vont partir, ils ne peuvent plus boire. Le drame de la femme africaine, c'est le transport de l'eau. Partout en Afrique. Les bidons africains, j'en ai pris un jour, hein, c'est 17 litres, ces bidons jaunes. Ils sont dans tous les pays africains. Ces jeunes filles, tous les jours, vont chercher de l'eau. Souvent à 15 km. À vide, ça va, le bidon. Pour tout, ça fait 17 kg. Sur la tête, à la main, sur un vélo, si vous voulez. C'est dramatique, comme disaient les femmes africaines à la COP21 à Paris. Cette jeune tchadienne, elle me disait, en fait, vous savez, quand ces jeunes filles font ça, elles n'ont pas de salaire pour faire ça. Elles ne vont pas à l'école. C'est clair. Les femmes africaines ne sont jamais propriétaires des terrains sur lesquels elles travaillent. La loi kenyane interdit à une femme d'avoir une carrière. Il y a du boulot là aussi sur la plage. Et enfin, et terriblement, elles font des mauvaises rencontres en route. Ça commence à faire mal. On a calculé c'est en milliards d'heures de travail supplémentaires ce que le changement climatique va obliger à faire aux femmes africaines. Simplement pour les chiens. Il y a beaucoup de dames et de demoiselles dans la salle. Si tous les jours vous aviez à faire un aller-retour, 30 km aller-retour avec un bidon de flotte, qu'est-ce que vous feriez autrement de vos journées pour un peu? Et ça va recommencer demain, et après-demain, et après demain. Quand les talibans reviennent à Kaboul au pouvoir, c'est 2012, c'est pas si vieux que ça. Première mesure, les petites filles ne vont plus à l'école. Pourquoi aujourd'hui, dans les grandes catastrophes climatiques naturelles, ça c'est un beau travail des Nations Unies, 70% des victimes sont des femmes. Ça m'a bouleversé ça aussi. D'abord, on n'a pas appris aux petites filles quand un tsunami se produit, il faut se dépêcher de monter sur une montagne, pas d'aller ramasser les crevettes dans les trous d'eau. Puis deuxièmement, une femme, elle se préoccupe de ses enfants, voire des vieux de la famille. Le type, il marche dessus pour se sauver. Et ça, on l'a vu partout, partout. 70% des mortalités sont les femmes. Par manque d'éducation et par non-participation aux choses publiques. Or, les femmes africaines, encore je connais bien les femmes africaines, ont vraiment des solutions au changement climatique que n'ont pas les garçons. Donc il y a un vrai travail à faire à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on a voulu absolument à Paris, à la COP21, parler de l'océan. On n'avait jamais parlé d'océan pendant 20 COP, vous imaginez. Parler de biodiversité, c'est le vivant qui révèle le changement climatique. S'il n'y a pas la vie sur la Terre, on s'en fout que le climat change, c'est pas un problème. Et les femmes. Alors, on a eu beaucoup de travaux avec les femmes. Ceux-là sont en voie de disparition massive et rapide. Le gorille de montagne, il y en a 800 individus. À la frontière Congo, Virunga, Ouganda, c'est la guerre. C'est la guerre. Sans arrêt, en permanence. Les gorilles de montagne vont... Et pourtant, on a calculé qu'un gorille, par les gens qui vont payer très cher pour aller l'observer, ça ramène à peu près $1 million par an à l'État ougandais. Je ne suis pas sûr qu'on les sauve. Et eux, c'est foutu parce que eux, ils s'en vont. Le produit le plus cher du monde, c'est la corne de rhinocéros. Elle est plus chère que le platine, que l'or ou que la cocaïne pure, la corne de rhino. Pour des prétendues vertus médicinales débiles. C'est de la kératine. Je me dis, mais rongez-vous les ongles. Vous verrez votre copine si ça marche. Et j'étais avec des rangers récemment namibiens qui me disaient, c'est terrible parce qu'on leur coupe les cornes dans la nature. Mais ils les tuent quand même parce que quand ils ont pisté, ils ont des pygmées baka qui sont géniaux quand on disparaît, on a des ethnies qui disparaissent. Ces pygmées étaient les meilleurs pisteurs du monde. Ils vous trouvent les traces de n'importe quel animal. Non, on a détruit leur forêt, on les a enlevés de leur forêt, on leur a interdit d'être dans leur forêt. Ils vivent dans des cabanes au bout de la route, donc des gens viennent et vont les louer pour la journée pour pister des animaux sauvages. Donc ils les trouvent. Et ils me disent, ben, s'il n'a pas de corne, ils l'abattent quand même. Parce qu'ils ont passé 2 jours derrière un rhinocéros sans corne pour ne pas recommencer le boulot. Et ça, c'est Homo sapiens, encore une fois.
Ma, c'est souvent ma d'ailleurs. On voit quand même que we have to change. C'est le plus gros barrage du monde, le barrage de Lunga sur le Congo. On a réalisé 3 volets, il y a 8 programmes. À terme, ça fera 40 000 gigawatts. Donc ça va être mégawatts, 40 gigawatts. Ça va être le plus grand barrage de la planète. Alors le drame, il est africain, comme toujours. C'est que ici, vous avez donc le plus puissant système de production hydraulique de la planète Terre aujourd'hui. Et tout ça est vendu à l'Afrique du Sud. Les gens qui habitent en dessous n'ont pas de courant électrique. Donc on revient au problème de distribution des ressources, comme on évoquait tout à l'heure, mais longtemps. Ça, c'est le climat qui change, qui vous montre que le vivant a du mal. Ici, c'est dans l'est de la France, à travail de l'INRA. Vous voyez qu'ici, les arbres en montagne ont réussi à faire le chemin qu'on avait imaginé. C'est sur 18 ans. Ils sont montés de 100 mètres. Par contre, sur Terre, ils n'arrivent pas. Ça va trop vite. Le climat change trop vite. Et là, le modèle, ils nous disaient qu'ils auraient dû faire ça. Ils ont fait ça. Ils ont du mal. On a même des corps en Amérique du Nord où ils sont partis du mauvais côté. Ils sont partis vers le Mexique. Ils sont paumés, c'est comme ça, en fait. Avec ce climat qui change trop vite. Voilà, l'océan, la température, le pH, l'acidification. On a vu quelques petites fluctuations pendant 25 millions d'années, et ça s'effondre aujourd'hui. L'océan est 30% plus acide qu'il y a 250 ans. Et il sera 50% plus acide à la fin du siècle, au rythme actuel. Ça s'est produit, on a eu des océans plus acides, on a eu des océans plus chauds, on a eu des océans avec plus de CO2. On a eu beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère qu'aujourd'hui. Le problème, c'est que ça n'a jamais changé aussi vite. Ce n'est pas les valeurs absolues qui nous viennent aujourd'hui. C'est la vélocité des changements. Ah, c'est ce petit monde qui va être détruit à Soulac, pas loin de Bordeaux. La mer a reculé sur l'événement de mars 2015 de 60 mètres. On n'est pas à Kiribati, on est en France. Hein. Le maire de l'île de Sein me disait récemment que l'île de Sein, c'est terminé, dans 50 ans, il n'y aura plus l'île de Sein. Alors, par contre, il y a quelques bonnes nouvelles sur les petites îles du Pacifique. On se rend compte que la mer qui remonte ramène du sable aussi. Et donc peut-être que ça va être atténué. On a peut-être une chance de mitiger mitigation les systèmes, parce que si effectivement la mer qui remonte ramène du sable, on va réaccumuler de la substance en fait qui fera que l'île sera submergée plus tard que ce qu'on aurait pu imaginer. Et ça, c'est la montée du niveau de la mer. La mer, je prends juste 2 chiffres. Il y a 19 000 ans, ici, dans ce qu'était le laboratoire Arago, ce qui allait devenir le laboratoire Arago, la température était 4 degrés plus basse. Et la mer ici, 125 mètres plus basse. C'est très clair. C'est la fin de la dernière grande glaciation, 19 000 ans, 29 000, 19 000. L'humain a toujours bougé en fonction du climat. L'humain, Homo sapiens, né en Afrique, vous avez un papier récent sur le Maroc, on repasse de 210 à 315 000 ans, j'y crois assez. Je crois d'ailleurs pas du tout au papier américain sur les autres mastodontes rongés dans Nature il y a 15 jours où ils disent qu'il y avait des humains en Amérique du Nord il y a 1 million d'années. Ça, c'est des bricolages techniques. Un os gratté, est-ce que c'est humain ou pas humain, c'est pas de la tarte à mettre en évidence. Hein. Donc je reviens à l'essor d'Homo sapiens, il est africain, il sort toujours, quand la péninsule arabique verdit et quand le Sahara n'est pas un désert. Là, il sort. Donc à 110 000 ans, à 94 000 ans, à 74 000 ans, à 39 000 ans, l'humain sort. Il passera aussi comme ça grâce à ces épisodes de glace de l'Asie à l'Amérique, il y a 15 000 ans. Et puis bien sûr, ils vont s'en aller ensuite vers des régions différentes. Vous voyez que ça remontait très vite. Il y a une époque où on avait 5 cm par an. Hein, l'océan montait de 5 cm par an. Puis ça s'est arrêté il y a à peu près 10 000 ans. Ça s'est arrêté. 5 000 ans, 6 000 ans par là. Et puis ça repartit de plus belle maintenant. Maintenant, ici, on est à 3 fois plus vite qu'il y a 30 ans. 6 cm 5 ici sur 92 sur 25 ans. Donc ça repart. Ça regarde la remontée du niveau de l'océan. Ça, c'est mesuré par des satellites, c'est extrêmement précis. Avant, on avait des problèmes parce qu'on mesurait, on me disait, mais qu'est-ce qui passe? C'est l'océan qui monte ou la Terre qui descend? Mais non, on a des satellites qui nous mesurent la surface de l'océan global. En fait. Voilà, donc qu'est-ce qu'on apprend des affaires comme ça? Ça, c'est la santé des Français, le changement climatique, les précipitations en France et les températures dans les 30 ans qui viennent, la montée du niveau de la mer en France. Quel comportement devraient avoir les Français face au changement climatique? Ça, c'est disponible. Hein. Vous allez ce soir sur le site du ministère et vous récupérez ces documents. C'est pas inintéressant. Vous voyez que moi qui suis à Bordeaux, souvent, la viticulture est super concernée. Ils ne donnent pas ça à la Légion du tout. Hein. Ils ne rigolent pas du tout. Vous savez, les terres les plus chères du monde sont en Bordelais. 1 mètre carré de Château Yquem vaut plus cher que l'Arc de Triomphe à Paris. Pareil pour un cheval blanc ou un Aubryon. Vous connaissez leur altitude? Entre 9 et 10 mètres. Tout le vignoble bordelais, là, tout le Médoc, le Haut-Médoc,
les grappes soient 10-12 mètres maximum. Et puis surtout, le problème, c'est le réchauffement des sols. Dans la vie, n'oubliez pas, et c'est pas rien, c'est vrai ce que je vous raconte à Magnus, c'est pas que la température de l'air. On a des sons très précis de température du sol. Donc comment on réagit à ceci aujourd'hui? Soit effectivement, vous avez les vignerons éminents ici, par la façon de produire le vin, les cépages, et surtout la fabrication du vin et de la bière. Il y a une double action engagée aujourd'hui par les Bordelais, très forte. Hein. Ils mettent beaucoup d'argent là-dessus. On a eu des congrès, je vais tous les ans, hein, où en fait on réfléchit, ils nous montrent qu'il faut de la génétique de la vigne, il faut aussi travailler sur le terrain, sur la vinification. Et le problème, c'est des précipitations. Vous avez vu qu'il y a quelques jours à Nantes, avant-hier à Nantes, on a détruit un vignoble totalement détruit, hein, avec une grêle qui n'était pas prévue du tout, effectivement. Et ça s'est passé très brutalement. Hein. Et ça s'est produit il n'y a pas très longtemps aussi en monde. Donc les précipitations vont changer, les sécheresses, les inondations, les tempêtes, la grêle, tout ça, c'est pas facile. Il faut vraiment en tenir compte. Et vous avez vu que Sa Majesté britannique a planté à Windsor récemment des merlots pour faire des hectares de champagne dans les années qui viennent. Vive le changement climatique. Si le Gulf Stream s'arrête, vous allez voir la tête du climat britannique. Je ne vous raconte pas. Voilà, donc je termine simplement en vous montrant les relations avec l'économie, pour finir. Ça, c'est, je dirais que les deux critères qu'on a toujours en disant, mais il y a du progrès, l'humain est meilleur qu'avant. Regardez notre PIB, le produit intérieur brut. Ben, vous voyez que c'est une branche d'hyperbole qui descend, ça c'est l'accroissement annuel. En fait, en France, franchement, regardez un peu comment on est quand même pas si mal que ça, on n'arrête pas de râler. Et croyez-moi, on est beaucoup mieux lotis qu'ailleurs. Et pourtant, on a une économie qui est quand même pas terrible, hein, on devrait être extrêmement malheureux. Donc c'est pas du tout un critère, en fait, ceci, de bien-être. Je pense que ça l'a été dans les années 50, le PIB. Alors, on revient prolétaires de tous les pays, enrichissez-vous, ça a été, c'est plus le cas du tout, le PIB n'est pas un indicateur de bien-être. Arrêtons de baser le progrès sur la richesse, pour quelques-uns, au détriment de tout le reste qui est de plus en plus pauvre. Ça, c'est une vraie question, bien sûr. Ce qui fait dire à Costanza, un des grands économistes du monde, en 2013, la croissance du PIB ne contribue plus du tout à l'amélioration du bien-être. Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer infiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. J'ajouterais conventionnel, parce qu'on a quelques économistes en ce moment avec nous qui sont super bien. Il y a des jeunes super bien qui commencent à bien reprendre ça. Toutes les 55 économistes de l'AFD, avec Gaël Giraud, en ce moment, sortent des choses extrêmement intéressantes. C'est vrai que la jeunesse économique a vraiment changé par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Deuxième, c'est l'âge. On vit de plus en plus vieux. C'est faux. Mon papier de nature, il y a quelques mois, qui nous montre qu'effectivement, les femmes vivent pourtant que les garçons. En France, en ce moment, c'est 84 ans pour les femmes, la moyenne, 78 pour les garçons. Mais depuis quelques années, en France, comme au Japon, les femmes perdent quelques mois d'espérance de vie par année. Alors qu'elles avaient gagné, depuis 1880, les femmes vivaient chaque année 3 mois de plus que celles qui étaient là avant. Elles commencent à vivre comme des mecs, on disait, c'est pas très bon, effectivement. On va réduire la différence entre les garçons et les filles. Et on s'intéresse beaucoup au record du monde. Jeanne Calment, pour l'instant, est de très loin. Elle est la recordwoman du monde. Elle a vécu 122 ans et 4 mois, l'Arlésienne. Personne n'est arrivé à la cheville, puisque on avait Eva Morano, l'Italienne, il y a quelque temps, 117. Alors, je faisais une conférence, j'avais parlé d'elle fin novembre 2015. Elle est décédée il y a 3 semaines. Elle est remplacée par un polono-israélien qui a 113. Et en général, il reste à peu près 3 mois recordman du monde, ils disparaissent, et puis le remplace quelqu'un qui a 113, 114. On passe vraiment à 113, 114. On n'est pas en train d'augmenter aujourd'hui. Ce qui est clair, c'est qu'on a de plus en plus de centenaires, ça c'est vrai. Et puis après, la question, c'est pas de vivre le plus vieux possible, c'est de vivre vieux dans de très bonnes conditions. Sinon, c'est dramatique. Et le vrai progrès, il est là, c'est pas d'être demain à 120, c'est de se dire, ben voilà, j'ai vécu effectivement 100 ou 103 ou 104, ou 91, 92, mais dans d'excellentes conditions. J'ai beaucoup de personnes âgées que je rencontre, on discute beaucoup de tout ça. 85, puis après, 91, 92, c'est compliqué. Et moi, j'ai eu mon prof qui est le professeur Fontaine, il est mort à 104 ans, hein. Jusqu'à 100 ans, c'est pas mal. Dramatique entre 100 et 104. Alors, est-ce qu'il faut venir jusque-là? Il faut se poser des questions. C'est pas simple. Mais en tout cas, on ne vit pas plus longtemps, c'est faux. Donc, toutes les légendes des post-humanistes et transhumanistes, demain, ils vivront 200 ans, ça n'a pas de sens. On n'a pas la moindre première, comment dirais-je, information d'intérêt là-dessus aujourd'hui. Bon, la santé publique est très touchée, hein. Risques immunitaires, je vous en ai parlé, les risques métaboliques, les maladies auto-immunes, les nouvelles maladies infectieuses. Voilà les Salmopictus. Je pense que le principal problème pour les médecins aujourd'hui, il est là.
Le plus gros problème aujourd'hui médical, c'est la pauvreté. Il faut qu'on éradique. Il n'y aura pas de développement durable de la Terre, de l'humanité de la Terre, sans une éradication de la pauvreté. C'est absolument essentiel. Sinon, on créera toujours effectivement des Boko Haram, des Daesh, tout ce que vous voulez, ça c'est absolument clair. L'idéologie vient là-dessus après. Hein. Et le changement climatique va. M. Macron a dit un truc intéressant, je ne connais pas son conseiller, ça a choqué beaucoup de gens, il a dit avant-hier à Trump, et il lui a dit effectivement, méfiez-vous, si vous ne luttez pas contre le changement climatique, vous ne luttez pas contre le terrorisme, mais c'est absolument vrai, c'est lié. Syrie, 2011, démarrage des guerres de Syrie. Il y a 2 beaux papiers dans le PNAS là-dessus, où ils montrent que la guerre de Syrie a démarré quand les paysans syriens avaient déjà quitté la périphérie de Damas pour venir à Damas parce qu'il ne pleuvait plus depuis 3 ans. C'était la plus terrible sécheresse qui ait vécu le croissant fertile depuis 3 siècles. Il y a 11% des guerres aujourd'hui déjà déclenchées par des questions de manque d'eau, de déforestation, de changement climatique. Bon, je passe là-dessus, ça ce sont tous les prix Nobel, mais justement c'est bien beau à admettre, qui ont été obtenus grâce à des modèles marins apparemment insignifiants. Hein. Donc vous voyez que vive la biodiversité, vive les bestioles qui ne se mangent pas, hein, et qui ne sont pas belles, mais qui racontent de merveilleuses histoires qui permettent de faire progresser la connaissance globale de l'humanité. Eric Kandel, c'est quand même Alzheimer. Le plus beau, c'est Timothy Hunt. Il est venu ici à Magnus. Hein. Timothy Hunt est nobilisé en 2001 pour sa découverte tout simplement de la molécule clé du cancer. Il travaillait sur quoi? Sur l'étoile de mer. Ça se bouffe même pas, l'étoile de mer. Personne n'en veut, c'est moche, c'est génial. Et il comprend, à partir de l'étoile de mer, grâce à en fait, on sait que c'est une double molécule, c'est un dimère aujourd'hui, la kinase et la cycline. Hein. Ça, beaucoup ici connaissent ça très bien. Que la cancérisation s'opère, qui est toujours liée à un désordre dans ces métabolismes particuliers. C'est soit la kinase qui ne marche pas, ou la cycline, soit les protéines qui contrôlent ces molécules qui déclenchent la cancérisation, qui est quoi? Le fait qu'une cellule qui ne devait pas se diviser recommence à se diviser, c'est ça en fait la cancer. Et vous voyez que c'est grâce à l'étoile de mer. Donc les écologues ont pour travail de regarder comment les écosystèmes en mer et sur Terre aujourd'hui sont abîmés, ne sont pas détruits. On parle beaucoup de résilience. Arrêtons de parler que de ça, ça m'énerve. Vous ne pourrez résilier que si vous n'êtes pas mort. Si vous avez disparu avant parce que vous avez détruit, donc d'abord la résistance à l'agression, on résiste à une agression, tout ce que vous voulez, et si on a résisté et qu'on n'est pas mort, on peut le résilier. On ne parle que de résilience. D'abord la résistance, Cyrulnik insiste beaucoup là-dessus aussi, et après une dépression, après un drame amoureux, tout ce que vous voulez, hein. Tout est vrai, c'est pareil aussi sur une forêt qu'on détruit ou sur un océan qu'on pollue. Hein. On résiste à l'agression, et si on n'a pas disparu, on peut alors résilier. Et ça, comment ça va se passer, on ne sait pas trop. Vous voyez sur Edgar Morin, la Terre est emportée par un vaisseau spatial, un avion avec 4 moteurs. La technique, la science, et l'économie et le profit d'une économie capitaliste, oui c'est ça. Et chacun de ces moteurs peut être très bénéfique pour l'humanité, mais aussi très délétère. C'est intéressant quand on discute avec lui de regarder ces aspects particuliers, bien évidemment, bien sûr. Il nous dit finalement, pour des gens comme nous, le probable est catastrophique. Il est que nous allons vers l'abîme. Alors je n'aime pas ça, je ne suis pas un catastrophiste. Il a raison sur le fond, mais après il nous dit rapidement, il y a toujours eu de la croix dans l'histoire de l'humanité, le futur n'est jamais joué. Et c'est là qu'il faut qu'on s'attache. Qu'est-ce qu'on a fait cet après-midi ensemble là? On s'est battu pour que ce probable-là qui nous est promis ne se produise pas. Ça j'y crois beaucoup à ça. Il nous dit qu'il faut une métamorphose de l'humain, il faut une conscience humanitaire planétaire. Il nous dit on est toujours homo faber, on est pas mal homo démence, mais on est toujours surtout pas sapiens. Ça, c'est absolument clair. Je passe là-dessus, c'est deux techniques qu'on utilise beaucoup maintenant, c'est la bioaspiration et le biomimétisme d'un côté, l'essence participative de l'autre, qui sont de puissants outils pour avancer. J'en avais parlé il y a un an, je devais faire une conférence sur le biomimétisme. Je vais passer là-dessus aussi, ça c'est le modèle indien qui est très particulier. Voilà, puisqu'on est en Inde, que dit Sri Aurobindo? En 1915, il n'y a ni écologisme ni écologie à cette époque-là. Et déjà il nous dit, vous savez, l'homme crée trop de choses différentes autour de lui, qui font qu'il va falloir qu'il change s'il veut effectivement, dans ces conditions-là, s'adapter et survivre. La nature humaine, c'est quoi la nature humaine? C'est la vraie question. On s'est appelé Homo sapiens, il faut quand même le faire. Voilà, sinon, c'est ça que ça va terminer par ça, par ces migrations. Que ce soit des manques d'eau, que ce soit des... Je vais se répéter, on l'a dit, c'est que ce soit des tempêtes terribles, que ce soit des guerres, que ce soit tout ce que vous voulez, on va aller vers des migrations. Mais ça, on ne sait pas gérer. On ne sait pas gérer du tout. Parce que si on ne veut pas être envahi, il faut tout faire pour que les futurs possibles envahisseurs n'aient pas envie de venir, tout simplement. Et c'est la seule solution possible. Il n'y en a aucune autre.
Là maintenant, puisqu'ils ont vu ce film qui s'appelle Les migrants ne savent pas nager, on a au Maroc, comme me disaient des amis ici à Tanger, plein de jeunes Africains qui arrivent et qui sont en train de nager 15 km. Et ben, ils vont pas se noyer, ils vont passer de l'Afrique à l'Europe. Quand ils seront 300 arrivés sur une plage du Portugal ou d'Espagne, ils vont décaler par les courants, mais ça ferait, ils passeront quand même. Comment on fait les premiers humains? On me dit que les humains sont passés que par le Sinaï. Quand on voit les plus anciens gisements d'hominidés en Europe qui sont en Espagne, ils sont passés par Gibraltar. Il y a 13 km entre Tanger et puis l'Espagne. Ils sont bien sûr pas, ils n'ont pas fait le tour toujours par le Sinaï, par Israël actuel, c'est pas possible. Alors ça, c'est les deux livres qu'on avait produits. Donc celui-là, vous le connaissez parce qu'on l'avait produit en 2012. Et celui-là, il est sorti la semaine dernière, voilà, dans toutes les bonnes librairies. Hein. Donc là, on s'est intéressé avec 19 auteurs. Vous voyez, il y a quand même un joli casting d'auteurs, là. Donc en fait, on s'évertue à... Albert Fert avait participé d'ailleurs au premier, d'ailleurs. Albert était là pour celui-là, pour le premier. On avait fait cette réunion au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris en 2010. Et sur le suivant, c'est clair qu'à ce niveau-là, la question est posée comme ça, et on a regardé nous, les limites de l'humain, et c'est vrai qu'on est beaucoup au taquet aujourd'hui. Il faut qu'on perde de notre assurance, qu'on garde bien sûr une fois dans l'avenir, hein, c'est clair, hein, c'est pas du tout, je suis pas là pour dire que c'est... Mais surtout pas raconter aux jeunes c'est terminé, on ne peut plus rien faire, mais qu'il faut qu'on change bien sûr pour vivre différent. Ça c'est la fin, c'était les accords de Paris le 12 décembre 2015, 195 pays se mettent d'accord, la Ban Ki-moon et Fabius annoncent la signature des accords de Paris. Ici on est... Pardon. Bon là j'avais une photo de l'Alliance solaire et puis de la conclusion des Nations Unies où on va ratifier, la ratification c'était le 22 avril 2016, et je vous dis ça a été atteint le 5 novembre 2016. Et j'ai beaucoup aimé ceci, ça a été un grand moment d'émotion quand on s'est logué en décembre 2015, durant la COP 21, avec l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Alors Thomas Pesquet n'était pas encore là-bas dans la station. Il y avait un Russe et un Américain. Et ils nous ont dit en fait, vous savez, ça fait une semaine que vous discutez entre vous là, nous cosmonautes, on voit à travers une petite fenêtre la Terre dans sa totalité. Ils sont en orbite à 300 km. Hein. C'est pas un avion qui se promène entre 200 et 300 km. J'ai regardé d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a 509 humains encore vivants qui ont été en orbite spatiale comme ça. Ils vont faire leur congrès à Toulouse. Le 16 octobre prochain, il y aura le congrès mondial de tous les gens qui ont volé dans l'espace. Ils vont même amener un chimpanzé qui est allé aussi, paraît-il, il le mérite, c'est toujours vivant. Toujours est-il que tous ont agi de la même façon. Et ce type-là, c'est souvent des militaires, hein, c'est pas des poètes. C'est des gens qui ont beaucoup de neurones, qui fonctionnent bien, des agents de très haut niveau. Tous ont pleuré. Il y a un très beau livre écrit là-dessus, en voyant la Terre dans sa totalité. Et il raconte, qu'est-ce qu'on voit à travers notre petite fenêtre? On voit les forêts d'Indonésie qui brûlent. On voit le nuage de pollution sur la Chine. On voit les déserts pétroliers de Golfe du Mexique. Et on voit l'Afrique qui devient un désert. Alors dépêchez-vous. Et pour terminer, pour donner foi à l'humanité, ça c'était l'annonce émise par Shackleton, quand il cherchait en 1914 des gens pour venir avec lui découvrir le pôle Sud. Lisez cette annonce, il en a trouvé en plus, vous voyez comme quoi l'humain peut faire des tas de choses. Recherchons homme pour voyage périlleux, bas salaire, froid glacial, long mois de totale obscurité, danger permanent, retour non garanti. Merci.